Normalement, on va être retransmis. Ok, le live est bon. Je vais prendre mon téléphone. Le live est bon, donc on peut commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième jour du festival Game Over. Donc, pour la troisième édition du festival. Donc, cette troisième édition, c'est 10 jours de conférences et d'ateliers donc, en hybride. Les conférences donc, sont en distanciel par rapport aux mesures sanitaires et les ateliers sont en présentiel. Donc, Game Over, cette année, c'est 40 étudiants qui, sur leur temps libre, ont tout donné pour vous amener à découvrir, agir et réfléchir sur plein de sujets et de problématiques liées à l'environnement. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est avec Monsieur Simon Persicot, qui est professeur des universités à Sciences Po Grenoble, qui travaille aussi au laboratoire Pacte depuis septembre 2017 et qui est docteur de sciences politiques à Sciences Po Paris, qui est docteur depuis 2014, à la suite de son travail portant sur les réactions des grands partis de gouvernement face à l'écologie. Il est l'auteur de plus d'une dizaine d'articles sur l'impact des partis, sur les partis politiques publics et la réaction des partis face aux nouveaux enjeux et au développement de l'écologie politique. Donc, le thème de la conférence aujourd'hui, on va aborder le thème de l'écologie politique. Et donc, étant donné qu'il y a cette année donc les régionales et les départementales qui s'annoncent et l'année prochaine les présidentielles et les législatives, le sujet de l'écologie politique est au cœur de l'actualité et est déterminant pour l'écologie et la gauche. Donc, l'union de tous ces forces est-elle une chimère impossible à réaliser en partant de la perspective de la région Auvergne-Rhône-Alpes et appuyée sur une expérience à la frontière entre sciences politiques et politique. Nous allons aborder pendant cette conférence débat des idées et des solutions. Merci d'être là, Monsieur Persicot, et vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de l'invitation d'abord. Bonjour à toutes et tous. Je suis tout seul dans un amphi de Sciences Po. Je ne sais pas qui me regarde, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être dans ce festival Game Over dont j'avais assisté à la naissance il y a 3 ans. J'étais déjà intervenu. Un très beau festival. Bon, on notera qu'il y a un peu trop de mecs qui parlent. Et la prochaine fois, il faudra faire un effort de ce point de vue-là, même si je sais que ce n'est jamais facile. Donc, on laissera la parole aux femmes dans les prises de parole qui vont suivre ma présentation. Mais en tout cas, bravo à vous pour organiser ce genre de moments de discussion basés sur les faits, de moments de discussion basés sur la mise en débat de sujets qui sont importants, qui sont centraux. Vous êtes tous conscients des difficultés auxquelles nous faisons face en ce moment à Sciences Po Grenoble et de voir qu'il y a une vie de débat pluraliste, engagé et à la fois respectueux des formes et de la manière de discuter collectivement, appuyé sur les recherches en sciences sociales aussi. C'est vraiment très intéressant et donc je vous en remercie. Je suis un peu désolé parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer le topo que j'ai à faire aujourd'hui. Normalement, ça devrait aller parce que j'ai les idées claires dans ma tête. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le topo que je vais faire, c'est une sorte de mélange. Donc, pour les étudiants qui m'ont, je vais enlever un peu la casquette. Je vais garder ma casquette de prof et de chercheur en sciences politiques, mais je vais aussi prendre une casquette qui est la mienne par ailleurs dans mes engagements extra-universitaires, qui est celle de compagnon de route de l'écologie politique dans le fond, de l'écologie politique au sens large, à la fois dans les mouvements sociaux, les mobilisations. J'ai été de toute une série de manifs, d'occupations, etc. Et puis de l'écologie politique un peu partisane. Je suis assez proche d'un certain nombre de cadres de LV d'un côté, de la France Insoumise de l'autre, du PS aussi par ailleurs. Je suis ça avec grand intérêt. Et j'ai la conviction, ça c'est peut-être une conviction qu'on pourrait qualifier un peu de militante, mais qui est importante que je rappelle maintenant, qui est que l'écologie politique qui existe depuis les années 50, ça c'est ce que je raconte dans mes cours en permanence, constitue un corpus, un clivage, une idéologie d'un côté, des mouvements sociaux, des partis, etc., qui sont une partie de la solution à nos problèmes. C'est-à-dire que je considère qu'il y a ce développement de l'écologie politique qui est attesté par de nombreuses études, dont les miennes, mais bien d'autres aussi. C'est un élément intéressant de sortie
de crise, puisqu'on est face à un monde qui se dérègle de manière extrêmement rapide et une mise en tension des démocraties, voilà, auquel l'écologie politique est sans doute une partie de la réponse. Alors, la casquette que je prends ici, c'est celle de chercheur en sciences politiques écologiste. J'ai mis écologiste en italique, parce que voilà, ça relève d'une forme d'idéologie, de croyance, de foi, j'en sais rien, d'engagement, etc. Et pourquoi est-ce que je parle à ce titre-là aujourd'hui? C'est parce que je pense qu'on est à un moment assez important, un moment un peu charnière dans notre vie politique, pour toute une série de raisons. Cette prise de parole, elle s'appuie quand même, et ça c'est très important, sur un travail très approfondi que nous avons réalisé avec un certain nombre de collègues, notamment du laboratoire Pacte, dont vous avez parlé, sur les données électorales, et puis aussi sur le dialogue avec de nombreux spécialistes des études électorales et de la transformation des systèmes partisans. Et il part du constat, ou plutôt d'une incompréhension. Et c'est pour ça en fait, que j'ai dû un peu me lancer dans la bataille politique, entre guillemets. C'est que je me suis retrouvé, alors même que nous avions produit un travail, une note d'analyse stratégique pour la campagne des écolos en aura, qu'on a écrit au cours de l'automne 2020, donc l'automne dernier. Je me suis retrouvé face au constat que finalement, les écologistes, malgré cette note qui apportait un certain nombre d'éléments, étaient hostiles à toute idée de rassemblement de l'ensemble de la gauche, y compris derrière eux. D'accord ? Y compris derrière eux. Ils étaient plutôt convaincus qu'il valait mieux partir en autonome, porter la flamme de l'écologie politique de manière indépendante, indépendamment des autres forces politiques de gauche, que ce soit à leur droite, le Parti socialiste et ses alliés, ou à leur gauche, la France insoumise et le Parti communiste. Et c'est face à ce constat que j'ai décidé d'entrer un peu plus dans l'arène. D'une part parce que j'y étais invité, puisque, pour vous rappeler les choses, donc, les écologistes en aura, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont lancé l'initiative dès l'été 2020, après les municipales, ont désigné une tête de liste, en tout cas quelqu'un qui avait vocation à porter les listes écologistes lors de ces élections régionales, Fabienne Grébert, et puis avait rassemblé un certain nombre de signataires, 4000 signataires quand même, de l'appel pour une région écologiste résiliente en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui n'est pas rien, de réussir à faire signer 4000 personnes en ce moment pour des élections régionales. Et en fait, il y avait une convention de cet appel pour décider s'il fallait mener une stratégie de rassemblement ou une stratégie d'autonomie. Et en fait, je me suis trouvé à défendre cette stratégie de rassemblement puisque j'avais travaillé à partir des données de la science politique pour démontrer pourquoi c'était nécessaire. Et donc, une partie de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est rappeler pourquoi, selon moi, il est absolument nécessaire, peut-être même indispensable, d'avoir l'alliance la plus forte possible de l'ensemble des forces de gauche si on veut espérer conquérir cette région et en terminer avec le mandat de Laurent Wauquiez, dont tout indique, ça on pourra en parler, que ce soit en matière de lutte contre les inégalités sociales ou en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, son mandat est plus que déplorable, pour ne pas dire l'inverse. Donc vraiment avec ce sentiment un peu d'urgence, et du coup qui m'a mené à m'engager dans le débat politique. Et donc vraiment la conviction que je vais porter ici, c'est une stratégie qui verrait les écologistes partir seuls ou presque seuls au premier tour, avec à leur gauche une liste PCFI et à leur droite une liste PS, c'est la garantie presque certaine de l'échec. Après, j'ai encore beaucoup d'incertitudes, des incertitudes qui ont été confirmées par les événements récents, notamment la déclaration de candidature de Najat Vallaud-Belkacem pour le camp socialiste, sur cette capacité à construire le rassemblement, et puis évidemment sur cette capacité de ce rassemblement à gagner. Parce que s'il y a aussi une conviction que j'ai acquise, c'est que battre un président sortant qui n'est pas dans un des partis du gouvernement actuellement, Laurent Wauquiez, qui est chez LR, donc qui peut se targuer dans une position d'opposition, même si ses positions de politique publique sont finalement pas très différentes de celles du gouvernement actuel, eh ben, ce sera vraiment une tâche très difficile. Deuxième conviction, si lors de ces régionales et de ces départementales, les écologistes et l'ensemble de l'arc humaniste composé du PS et du PCFI ne réussissent pas à conquérir certaines régions, les choses seront très difficiles en 2022. Les régionales doivent servir, comme les municipales l'avaient été, avaient joué ce rôle, une logique de conquête, une logique de développement sur des nouveaux thèmes, sur des nouveaux enjeux.
et d'exercice du pouvoir, s'ils ne sont pas capables de reproduire ces victoires municipales lors des régionales, alors 2022 sera quand même une équation très, très complexe à jouer. Et on le voit dans les sondages qui n'ont pas beaucoup de valeur aujourd'hui, mais où on voit bien que la gauche est complètement dans les choux quand elle est très divisée. Donc, c'est vraiment ça qui va être un peu l'objet de mon propos aujourd'hui. Je ne sais pas combien j'ai de temps d'ailleurs. Il faut me dire, il faut me couper. Alors, si vous voulez, à la fin, on pourra faire une partie questions-réponses. Mais on va dire que… Alors, normalement, le créneau, c'est jusqu'à 17h45. D'accord. On va dire jusqu'à 17h et après, on va faire comme vous voulez. Si vous voulez… Ok, non, mais jusqu'à 17h, c'est bien. Ça se trouve, j'en aurai marre avant. Là, j'ai plus Ok, d'une heure. Je ne suis pas pas de sûr que souci. j'arrive à parler 1 heure. On verra. Ok. Et du coup, voilà. Je vais d'abord donc rappeler en fait pourquoi, pourquoi l'analyse en fait des données électorales, etc., indique que l'option du rassemblement est la plus importante. Et puis après, j'essaierai de raconter. Là, il y aura un peu, je parlerai pas mal de moi. J'en suis désolé, mais c'est parce que j'ai essayé de jouer un rôle tant bien que mal dans cette bataille. Je n'ai pas forcément réussi, mais je pense que ça intéressera un certain nombre d'entre vous, puisque j'ai des informations, vu que j'ai joué un rôle dans les négociations au plus haut niveau. C'est marrant et je voulais vous en faire partager, parce que c'est aussi une question démocratique. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un énorme problème de décalage entre une communauté, une société, on va dire une communauté citoyenne, écolo de gauche au sens large, qui veulent que ça change, qui veulent que les politiques publiques changent, etc., et qui finalement n'a pas grand-chose à foutre des appellations et des étiquettes partisanes, veulent juste que les gens s'unissent et réussissent à gagner les élections d'une part et à changer les politiques publiques d'autre part, et un décalage énorme entre cette communauté et des responsables politiques qui sont des cadres partisans de niveau intermédiaire et qui sont complètement décalés par rapport à cette exigence sociale. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais en témoigner, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème démocratique, de l'organisation de notre vie démocratique, qui fait que repose dans les mains de cadres partisans qui ont des haines recuites, des histoires un peu de bisbilles internes qui sont incompréhensibles aux yeux du grand public et qui empêchent cette alliance que pourtant, j'ai l'impression, tout le monde appelle grosso modo de ses voeux, puisque tout le monde a bien conscience que ce que je vais expliquer là, c'est basique. Donc, ça paraîtra peut-être basique à tout le monde, mais je vais vous réexpliquer pourquoi, sans alliance, c'est dur de gagner. Le premier point très important qu'il faut absolument garder en tête, c'est que l'espace général de la gauche et des écologistes s'est profondément affaibli dans la vie politique française. Alors là, c'est les données sur les élections régionales. Et ici, on a lissé les évolutions, parce que si on regarde chaque élection les unes après les autres, ça donne vite des effets de cycle très forts. Mais quand on lisse, quand on prend la moyenne sur 3 élections successives, on se rend beaucoup mieux compte des choses. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'espace politique de la gauche et des écologistes pris dans leur ensemble s'est affaibli durablement. Alors même que cet espace pesait entre 40 et 48% des suffrages jusqu'en 2014, d'accord ? Vous voyez un affaiblissement durable qui mène à ce que cet espace pèse 30% des suffrages en 2018 en moyenne, 33 si on prend les dernières élections européennes de 2019. Donc passer de 43 à 33, 10 points dans la vue. Donc ça, c'est important, parce que, et ça s'explique par quoi ? Ça s'explique par la capacité qu'a eu Emmanuel Macron d'arracher un certain nombre des électeurs socialistes du bloc de gauche et de constituer une force autonome centrale qui défend les intérêts libéraux mondialisateurs, on va dire, d'arracher ces électeurs-là de l'espace politique de gauche. Donc ça l'a affaibli d'une certaine manière, d'accord ? Et ça a renforcé le camp centre-droit de manière très, 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 très notable. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de gagner une élection quand on part divisé, quand on pèse 33, par rapport à quand on pèse 43. C'est très simple à dire, mais encore faut-il le rappeler. Et je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer à quel point l'espace politique de la gauche écolo s'est affaibli. C'est vrai en aura, mais si je vous faisais exactement les mêmes courbes pour le niveau national, c'est à peu près la même histoire que ça raconte. À savoir, 1, l'affaiblissement de l'espace de gauche, lié à l'affaiblissement dramatique du Parti socialiste. 2, la montée en puissance et la stabilisation à un niveau élevé du Rassemblement national, la courbe marron qu'on voit ici, qui fait que maintenant, il caracole à plus de 20% des suffrages de manière quasi systématique. Et 3, l'affaiblissement, certes, de la droite modérée traditionnelle, LR, mais qui est compensé par le développement d'une force autonome autour du macronisme, qui peut-être ne va pas jouer un grand rôle lors de ces élections régionales, parce qu'il y a des effets locaux qui peuvent prédominer, puis le fait qu'en général, les partis de gouvernement ne réussissent pas trop au niveau local. Mais dans le fond,
macronisme et LR jouent des intérêts assez similaires, ils ont des positions de politique publique assez similaires. Et donc, finalement, c'est juste l'affaiblissement de l'écologie, de l'espace de gauche et de l'écologie qu'il faut garder en mémoire. À l'intérieur de cet espace politique, de la gauche, donc là, je regarde à l'intérieur de la courbe rouge de tout à l'heure. D'accord ? Cette courbe rouge, elle est composée de plusieurs forces. Elle est composée d'abord du Parti socialiste. Et là, vous voyez la dégringolade. Et je pense que le mot n'est pas trop fort. C'est une dégringolade absolue, puisqu'il passe d'une domination très importante sur cet espace politique, avec plus de 20% des suffrages, à un affaiblissement très, 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 très important, 6 points en moyenne lors du dernier point de mesure, et puis un peu plus de 6 lors des élections européennes de 2019. D'accord ? Vous voyez en parallèle se redévelopper l'espace communiste insoumis, bien aidé en cela par le score de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2017, qui recrée une dynamique notable, même si cette dynamique s'est ensuite arrêtée depuis l'élection de 2017, avec des élections européennes en de très mauvais résultats pour cet espace insoumis communiste. Puis ça s'est confirmé au municipal. Ça s'explique aussi par les stratégies politiques menées par Jean-Luc Mélenchon, qui est celle d'enjamber les élections intermédiaires, de ne pas jouer en fait les élections intermédiaires, de ne pas vouloir vraiment boxer, d'attendre la présidentielle où il peut le mieux mettre en place sa stratégie un peu populiste de relations directes entre un leader et un peuple pour conquérir les élections. Mais cela dit, il y a eu un développement de la France insoumise qui ne s'est pas du tout confirmé lors des élections intermédiaires. Et ce que vous voyez en parallèle, et c'est important, c'est par contre le développement, certes non linéaire, vous avez des phases de moins bien, mais un développement significatif de l'écologie politique portée par les Verts, avec un ensemble de petits partis qui les entourent, de petits partis écologistes, qui les mènent à obtenir, en tout cas en aura, 15% des suffrages lors des dernières élections européennes. Et un point important, c'est que ce dynamique qu'on voit dans les élections régionales, présidentielles et européennes, on le constate aussi lors des élections municipales, puisqu'ils ont été en capacité de conquérir un certain nombre de communes, notamment en Aura, avec, je vous rappelle, les victoires à Annecy, à Grenoble, où Grenoble, c'est le maire qui a été le mieux réélu parmi l'ensemble des maires de gauche de France. C'est aussi un des seuls maires dans lequel le nombre de voix a augmenté, alors même que vous aviez un déclin très fort de la participation, mais le nombre de voix a augmenté entre 2014 et 2020. Et puis la victoire à Lyon et à la métropole de Lyon, etc., qui masque aussi d'ailleurs des victoires dans pas mal de communes de la région. On pense à Saint-Égrève, là, pas loin de Grenoble, on pense à Champagné, et puis on pense à Dieulefit, etc., toute une série de plus petites communes, y compris en zone rurale, qui sont passées dans l'escarcelle de l'écologie politique lors de ces élections. Donc vous avez là quand même des éléments qui attestent, 1, de l'affaiblissement général de l'espace de gauche, 2, de l'affaiblissement radical du Parti socialiste à l'intérieur de cet espace de gauche, et 3, d'une dynamique encore incertaine de l'écologie politique en son sein. Partant de ce diagnostic, il faut revenir sur, OK, on a vu des victoires des écolos au municipal de 2020. Le mode de scrutin des élections régionales est finalement assez proche de celui des élections municipales. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de scrutin qui a des vertus proportionnelles. En gros, c'est un scrutin de liste, mais à 2 tours avec une prime majoritaire. Donc, ça incite fortement à des alliances entre le premier et le deuxième tour, ou des alliances même dès le premier tour, pour être en mesure de gagner le second, sachant qu'au second, l'important est d'arriver premier. Si vous arrivez premier, vous avez de fortes chances d'avoir une majorité des sièges dans l'Assemblée régionale comme dans le conseil municipal. Donc, quelles sont les conditions qui ont permis les victoires de gauche et écolo lors de ces élections municipales? D'abord, il faut bien rappeler que les victoires se sont concentrées dans les grandes villes. D'accord ? Ce n'est pas pour rien que les principales victoires, c'est Strasbourg, Bordeaux, Annecy, Grenoble, Lyon, Poitiers, Besançon, Marseille, etc. Donc des grandes villes. Pourquoi les grandes villes ? Parce que ce sont les communes dans lesquelles le niveau général de la gauche et à l'intérieur des écologistes est le plus élevé. Donc c'est dans leur zone de force qu'ils ont réussi à gagner. Si vous comparez la structure sociopolitique de la métropole de Lyon avec la structure sociopolitique de la région Aura, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas tout à fait les mêmes cacahuètes. D'accord ? Ça, c'est la première chose à rappeler. Et de rappeler aussi qu'il y a toute une série de communes moins universitaires, avec moins de développement économique, avec moins de population bobo, entre guillemets,
où les écolos n'ont pas fait grand-chose. Enfin, ils ont obtenu des bons scores de premier tour, mais ils n'ont pas du tout été en mesure de gagner au second. Ça, il y en a eu des tonnes et des tonnes, parce qu'il y avait 140 listes écolos autonomes dans les villes de plus de 130 000 habitants. Donc ça, c'est le premier point à rappeler. Le deuxième point à rappeler, ça, il est absolument central, c'est que les victoires des écolos lors des élections municipales, elles se sont faites quasi systématiquement dans le cadre d'alliances de premier tour avec d'autres forces de gauche. Quasi systématiquement. Il y a un seul contre-exemple d'une victoire écologiste lors de ces municipales, sans alliance avec une ou plusieurs autres forces de gauche au premier tour, c'est le cas de Lyon et de la métropole de Lyon, où les écolos ont décidé de partir quasiment seuls et qu'ils ont réussi à obtenir un score de premier tour suffisant, à faire l'alliance au deuxième tour et de gagner derrière Lyon et la métropole de Lyon. C'est le seul exemple. Vous avez 9 victoires dans les villes de plus de 100 000 habitants, un seul cas où il n'y avait pas d'alliance. Toutes les autres, il y avait des alliances de premier tour avec une ou plusieurs autres forces politiques de gauche. Ça peut être le Parti communiste seulement, c'était le cas à Strasbourg. Le plus souvent, c'est avec plusieurs forces politiques. Le meilleur exemple étant à Bordeaux, où ils sont partis avec le PC, avec le PS, avec tous les autres petits partis politiques de gauche qui se sont rassemblés derrière les Verts dès le premier tour. Donc la question, c'est évidemment qu'on peut se permettre de partir divisé quand le total de gauche écolo dépasse 45%. C'était le cas à Chambéry, à Lyon, à Dieulfi. On peut beaucoup moins se permettre de partir divisé quand il atteint à peine 35%. D'accord ? Je rajoute à ça un point important, c'est que la capacité à apparaître comme un concurrent crédible pour l'exercice du pouvoir dépend de cette capacité à rassembler dès le premier tour. En fait, pour le dire simplement, aux yeux des électeurs, vous apparaissez quand même beaucoup plus comme un champion quand vous êtes capable de rassembler dès le premier tour un certain nombre d'acteurs qui jusque-là n'étaient pas derrière vous et qui, en se mettant avec vous, à vos côtés, indiquent que vous êtes un champion crédible pour l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est un pas que les écologistes ne sont pas forcément encore capables de franchir, alors même qu'il est très important s'ils souhaitent conquérir le pouvoir. Deuxième élément de données qui paraissent très importantes à rappeler ici, c'est l'importance du score de premier tour pour la victoire finale. Les écolos partent dans l'idée que, en fait, peu importe qu'on soit divisé au premier tour, on va être capable de se rassembler, de recoller les morceaux entre le premier et le deuxième tour pour gagner au second tour. Eh bien, franchement, je trouve ça beaucoup trop optimiste. Avec mon collègue Florent Gougou, on est donc allé regarder quel était le score des exemples d'élections régionales. On en a pas mal, puisque l'élection régionale, elle se tient avec ce mode de scrutin depuis 2004. Donc, on a 54 élections régionales différentes qui se sont tenues depuis 2004. Et ce qu'on constate, c'est que le score minimum, jamais une liste n'a gagné au second tour de l'élection régionale en obtenant moins de 23% des suffrages exprimés au premier tour. C'est le score minimum. Jamais personne n'a gagné avec moins de 23%. En moyenne, pour gagner une élection régionale, il faut faire 32% des suffrages au premier tour de l'élection régionale, en moyenne. Alors après, on me dira oui, il s'est passé quand même des choses avec le développement du macronisme, donc il y a une forme d'effritement du système partisan. D'accord ? C'est vrai que le système partisan est moins structuré qu'il l'était avant par des grandes forces, etc. Donc, une forme d'effritement. Mais cela étant, les ordres de grandeur restent à peu près les mêmes. Si vous ne faites pas 20% au premier tour, ce n'est même pas la peine de considérer gagner au second. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on ne rattrape pas. Si vous faites, par exemple, si les écolos font le score un peu mieux que le score qu'ils ont fait aux européennes, disons qu'ils fassent 17 et Laurent Wauquiez sorte à 32, vous ne rattrapez jamais un tel retard entre deux tours, même si vous rassemblez derrière vous des forces politiques qui sont un peu derrière vous de toute façon. On ne rattrape pas 10 ou 15 points de retard sur un président sortant qui pèse autant au premier tour que 3 listes péniblement fusionnées. Et du coup, l'idée est que toute absence de concurrent à gauche, donc cette capacité à rassembler, toute absence de concurrent à gauche et donc toute alliance est bonne à prendre. D'accord ? Et c'est vraiment cet argument que j'ai cherché à défendre de manière très virulente dans les débats qui avaient lieu au sein de ELV d'une part, mais aussi au sein de cet appel élargi des écologistes. Appel élargi qui, je le rappelle, inclut ELV, mais aussi les partenaires de ce qui s'appelle le pôle écologiste, qui inclut le parti Génération et le parti Génération Écologie, ainsi que quelques micro-partis écologistes comme CAP 21 ou l'Alliance écologiste indépendante. Donc, toute absence de concurrent à gauche et donc toute alliance est bonne à prendre. Du coup, ça m'a mené aussi à vouloir déconstruire un certain nombre d'idées reçues qui sont très fortes quand on discute avec les Verts, dont on a l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le système politique.
Une première idée reçue, c'est l'idée selon laquelle, en se présentant de manière autonome au premier tour, chacun trouverait son électorat et donc augmenterait la surface de la liste fusionnée au second tour. L'idée de ratisser large. En gros, chacun part sur ses terres. Les mélenchonistes vont chercher les mélenchonistes à la tête dure. Les socialistes vont chercher les sociodémocrates modérés qui ont peur de leur ombre. Et les écolos vont chercher les verts de vert. Et tout va bien, vous élargissez le socle électoral de premier tour. D'accord ? Le problème, c'est que cette capacité à élargir le spectre de la coalition au premier tour, elle est limitée. Elle est limitée par quoi ? Par le fait que quand vous partez divisé, vous apparaissez comme faible et comme un concurrent pas très crédible auquel personne n'a vraiment envie d'aller voter. Les gens un peu éloignés de la vie politique, ils ne vous considèrent pas comme un champion potentiel, ils ne viennent pas voter pour vous. Surtout, et ça c'est ce qu'on a montré, je suis très content de ces résultats, c'est que la stratégie d'autonomie au premier tour, elle accroît, c'est vrai, elle accroît un peu le périmètre de la gauche au premier tour. C'est-à-dire quand on rassemble les différentes listes divisées. Mais par contre, ça n'a aucun effet sur le niveau de deuxième tour. Et donc, je vous rappelle, l'idée, c'est quand même de gagner au deuxième tour. Ce n'est pas de faire une très forte candidature de témoignage de premier, c'est de gagner au second. Et en réalité, vous voyez bien que, et ça c'est le graphique du coup ci-dessous, vous voyez bien que quand on part avec une liste unie, bah c'est vrai, le score de cette liste unie, donc de l'ensemble de la gauche, il est moins élevé que si on part avec 3 listes séparées. 37 points pour la liste unie contre 45 points pour les listes séparées. Mais regardez ce qui se passe au second tour. Regardez ce qui se passe au second tour. Alors même qu'on part de 37, on monte à 51 au second tour. Et les autres, alors même qu'ils partent de 45, les listes séparées, en fusionnant, ils obtiennent 52, à peine plus, au second tour. Donc vraiment, là, c'est la preuve. Et donc, le gain, vous voyez, vous gagnez 14 points dans le cas de liste unie de premier tour et vous gagnez à peine 8 points dans les listes séparées à 3 de premier tour. Donc, en fait, et ça vient même contrebalancer une idée reçue importante, celle selon laquelle on aurait besoin de réservoirs de voix. Il faudrait des réservoirs de voix pour progresser entre le premier et le second tour. En fait, non. Vous n'avez pas besoin de réservoirs de voix. À partir du moment où vous réussissez, grâce aux vertus du premier tour, à apparaître comme un concurrent crédible pour le second, les électeurs qui ne s'étaient pas mobilisés pour vous, parce que, il y a Najat Vallaud-Belkacem, donc moi je suis un mélenchoniste, je ne peux pas me la saquer, je ne vais pas voter pour eux au premier tour. Ou parce qu'au contraire, il y a un mélenchoniste sur la liste, c'est des pastèques, je n'ai pas envie de voter pour eux, je suis un modéré. Mais en fait, ces gens-là, ils viennent au second tour. Parce que au second tour, vous offrez la capacité de gagner. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de réservoir de voix. Ce que vous allez faire, c'est juste des logiques de mobilisation très très puissantes au second tour qui vont vous permettre de gagner. Ça, c'est un argument dont je n'avais pas conscience en fait avant de faire le travail scientifique qu'on a réalisé avec Florent et que ça m'a permis de mettre en avant et j'en suis très content. Le deuxième point, c'est l'idée selon laquelle les départementales et les régionales sont des élections différentes. Parce qu'en gros, pour vous dire, là, les Verts essayent de négocier systématiquement des accords d'alliance dès le premier tour au départemental, parce que là, le mode de scrutin, il ne pardonne pas du tout. Si vous n'êtes pas dans les deux premiers, vous n'êtes même pas au second tour. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la règle, elle est simple. Il faut obtenir 12,5% des suffrages des inscrits pour avoir le droit de se maintenir au second tour. Donc, en gros, autant dire, si vous n'êtes pas dans les deux premiers, vous êtes mort. Donc là, ils comprennent, ils font l'alliance. Mais ça amène à une situation totalement ubuesque. Vous allez avoir des tickets différents au régional et au départemental. Des tickets divisés au premier tour au régional et des formes d'union au départemental. Or, on connaît très bien, et ça a été démontré par plein de travaux de sciences politiques, l'effet d'entraînement des différents niveaux d'élection. Et en fait, l'idée d'avoir une logique de campagne et de rassemblement qui est homogène sur l'ensemble du territoire de la région, à la fois lors des différentes élections départementales, 13 élections départementales différentes, 12 en fait, parce que la métropole s'est réglée, et lors des régionales, c'est absolument central si on veut construire une logique de campagne très très puissante. D'accord ? Sans cette union, et notamment au départemental, ça veut dire, et d'ailleurs c'était déjà le cas au départemental de 2015, que vous allez avoir toute une série de cantons où il n'y aura même pas de gauche au second tour, où les seuls affrontements qui vont avoir lieu, ce sera entre droite et Rassemblement national, parce que la gauche arrivera troisième. Et ça, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça produit en termes de qu'est-ce que ça peut produire en termes de logique pour les électeurs. C'est-à-dire, vous êtes un électeur de gauche, vous n'avez même personne pour qui aller voter au second tour de la départementale. Et en gros, vous êtes juste en train de montrer l'exemple de ce qui va se passer au présidentiel de 2002. C'est absolument, à mon sens, irresponsable. D'autres foires au logo, mais je ne vais pas insister là-dessus. On me dit que les électeurs n'aiment pas la soupe au logo. Ça, je ne comprends rien du tout
à cet argument. On n'est même pas obligé de mettre les logos puissants. C'est juste l'important, c'est de ne pas avoir de concurrence. Préférable de mener des campagnes divisées mais apaisées. Ça me fait trop marrer. En gros, de dire chacun peut tenir son discours, on ne va pas se taper sur la tête, on est tous ensemble, de toute façon, on va se rassembler au second tour. Mais regardez ce qui se passe dans la réalité. La réalité, c'est que vous tapez toujours sur celui qui est le plus proche de vous parce que c'est ces électeurs que vous voulez essayer de capter. Les électeurs socialistes et les électeurs écologistes, ils sont très similaires, pareil avec la France insoumise. Donc, en gros, vous jouez sur les petites marges. Regardez ce qui se passe en Île-de-France, où Julien Bayou, son principal sujet face à Audrey Pulvar, la candidate socialiste, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la gratuité des transports publics ? Parce que Audrey Pulvar a porté la gratuité des transports publics et du coup, Julien Bayou, la seule manière d'exister, c'est de dire non, moi je suis contre la gratuité des transports publics. C'est absolument génial comme manière de mener une campagne divisée, apaisée, sur laquelle on ne se tape pas sur la gueule. Puis surtout, c'est oublier le fait que les fusions de second tour, mais c'est dégueulasse. Vous arrivez au soir du dimanche, vous avez 3 jours pour fusionner puisqu'il faut déposer les listes le mardi. Ça se passe dans des salles obscures où on négocie le bout de chandelle, on n'est même pas d'accord pour se mettre sur un programme. En gros, des procédures démocratiques qui ne sont pas du tout saines, alors même que là, on pourrait prendre le temps de créer les conditions d'un rassemblement sain où on se met d'accord sur le programme, on se met d'accord sur les représentants, etc. Bon, je passe sur la suite, sur le fait que, en gros, le cégétiste moulinois voterait jamais pour les écolos ou le fait que l'entrepreneuse ancienne ne votera jamais pour une liste de candidats insoumis. Encore une fois, tout ça est assez faux, puisque en l'absence d'offres alternatives, ces gens-là n'auront pas d'autres gens pour qui voter. Donc peut-être qu'ils ne voteront pas, ils ne se mobiliseront pas au premier, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils viendront voter au second. J'arrête là pour ces éléments de démonstration et c'est la seule partie du PowerPoint. Maintenant, je pars en freestyle. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais même pas trop quelle heure il est non plus. 16h15, j'ai parlé qu'un quart d'heure. Il faut encore que je tienne 45 minutes. Ça va être dur. Non. Donc là, j'en étais là. Et là, donc, je me suis retrouvé face à notre… je vais même enlever le partage puisque ce n'est pas la peine. Je préfère avoir toutes vos têtes en vision. Comment on fait pour enlever le partage ? Arrêter le partage, comme ça. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est… donc là, ce que je vous ai présenté, c'est les arguments que j'ai développés devant l'appel des écologistes. Il y avait quand même près de 600 personnes qui étaient en ligne. Au final, il y a 3000 personnes qui ont voté à la fin, un peu moins, 2000, un peu plus de 2000, et qui ont gagné, enfin, j'ai gagné la ligne du rassemblement. Donc, j'étais très content, sachant que la plupart des cadres du Parti vert n'étaient pas derrière cette ligne du rassemblement, pour plein de raisons. La première, c'est qu'un certain nombre d'acteurs étaient gênés aux entournures, puisqu'ils sentaient bien que le parti lui-même était plutôt favorable à une stratégie autonomiste, et donc ils avaient peur de perdre de la crédibilité en prenant des positions trop fortes en faveur du rassemblement. La deuxième, c'est que tous les cadres intermédiaires, et notamment les têtes de liste, évidemment, ceux qui étaient déjà sur les listes, ils n'avaient pas envie de donner leur siège à un socialiste ou à un insoumis. Donc, ils pesaient fort, et puis c'est des cadres importants, etc., qui ont de la notoriété et tout. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est de quand même, moi, j'avais l'impression que j'étais perdu. Quand je suis allé à cette convention, surtout qu'étaient présents lors de cette discussion, surtout des militants écolos, ceux qui sont là le samedi matin à 9h à la réunion, comme tout le monde, etc. Et donc, je me suis fait agonir d'injures pendant cette… Et puis, je me suis énervé, comme d'habitude. Je suis monté dans les tours en émotion et tout, parce que je ne supportais pas les discours qui étaient tenus. Et finalement, bon, ça gagne. 55% des signataires de l'appel, enfin des votants, donc parmi les 2000 personnes, 55% votent le rassemblement de l'ensemble des forces derrière Fabienne Grébert, 40% qui votent pour l'autonomie, et le reste se dispatche entre ceux qui veulent faire une alliance exclusive avec le PC et ceux qui veulent faire une alliance exclusive avec l'AFI. Et donc là, je dois vous avouer que comme je m'étais un peu battu tout seul avec mes petits bras et ma science politique pour faire valoir cette ligne, je me suis senti quand même empreint d'une certaine responsabilité. Je voulais offrir aux écolos une possibilité de faire ce rassemblement. Et là, on a réfléchi avec pas mal de copains à une solution qui me paraissait assez maligne. Et donc là, on va parler des solutions. Encore une fois, n'hésitez pas du tout à me couper, à poser des questions. Vraiment, je parle là comme ça un peu de manière libre, mais ça m'intéresse aussi de faire de la question-réponse, il n'y a pas de problème. Mais oui, bon, tout ça pour vous dire… Excusez-moi de vous déranger, mais n'hésitez pas à poser vos questions, comme je dis dans le chat, soit dans la section Q&R, questions-réponses, et on pourra y répondre en live. Voilà, ouais, c'est mieux que ça se passe comme ça. Et donc, et là, je me rends compte déjà en fait que en gros, il va falloir donner soif à un âne qui n'a pas soif, enfin faire boire un âne qui n'a pas soif, puisqu'en gros, les mecs qui sont là
bah ouais, super, le rassemblement a gagné. Les gars n'avaient pas du tout anticipé, ils ne s'étaient pas du tout projetés sur la manière de faire. Ils avaient plutôt commencé à avoir des échanges assez tendus avec les socialistes, etc. Et avec les insoumis aussi. Et donc, la proposition que je fais, c'est de dire, en fait, et ça c'est aussi issu des travaux de sciences politiques, c'est il est absolument impossible de se mettre d'accord sur le rapport de force au sein de cet espace politique de la gauche. En gros, entre le PC d'un côté, PCFI, les Verts de l'autre, le PS et toute la nébuleuse des autres partis, les radicaux, Génération, Place Publique, R et PS, Région et Peuple Solidaire, un petit parti un peu de défense des intérêts régionalistes, tout ça sont 4 blocs qui honnêtement pèsent entre 8 et 15, ça dépend à quelle élection, mais c'est impossible de distinguer. En fait, Mélenchon, vous allez discuter avec la FI, il va vous dire attends, mec, on pèse 20% aux dernières élections présidentielles, de quoi on parle? Vous allez parler aux Verts, ils disent mais attends, vous avez fait quoi aux dernières municipales? C'est nous qui avons gagné toutes les grandes villes. Et vous allez parler au PS, qui vont vous dire attends, on a encore plein d'élus, notamment aux municipales, et regardons les dernières élections régionales où on pèse plus de 20% des voix au premier tour. Donc en fait, l'idée même de se mettre d'accord sur des rapports de force où tout le monde serait d'accord pour dire qui pèse quoi, elle était impossible. Donc partant de là, je me suis dit, de toute façon, il faut que tout le monde soit payé pareil. On part du principe que tout le monde est payé pareil. Après, ça pose un problème parce que potentiellement, si tout le monde est payé pareil, ça veut dire qu'on ne sait pas qui gouverne. Enfin, ça veut dire que la majorité, elle est certes équitable, mais qu'en même temps, il n'y a pas vraiment de leadership. Or, et ça, j'en suis assez convaincu, je pense que notamment en matière programmatique et en matière d'exercice du pouvoir, les citoyens de cet espace unifié, cet arc humaniste, comme l'appelle Éric Piolle, qu'on va dire l'espace de gauche écolo, ils sont plutôt convaincus du fait qu'il faut faire de la transition écologique assez radicale, pour le dire simplement. Lutte contre les inégalités sociales, transformation assez radicale de nos économies pour faire face aux crises climatiques. Donc, je me dis, une des manières de régler ce problème, ça peut être de laisser les citoyens trancher de qui va composer en plus de ces forces qui sont représentées à armes égales, parce que c'est impossible de les distinguer, qui va représenter. Et donc, c'est là où j'ai pensé le modèle qui s'appelle le coquelicot. Ça a paru un peu dans la presse. Je n'ai pas encore eu le temps de faire un texte formel et public, mais si ça vous intéresse, je vous le ferai circuler. Bon, un texte qui est vraiment la frontière entre militantisme et sciences politiques, où je dis en gros, on va faire un coquelicot. Coquelicot, ça a 4 pétales. Le pétale écolo, ELV, 20% des sièges. Le pétale socialiste, PS tout seul, 20% des sièges. Le pétale insoumis communiste, 20% des sièges. Le pétale de la diversité partisane, j'ai appelé ça comme ça, c'est un peu la catégorie fourre-tout, il y a tout le reste. Les générations, encore une fois, RPS, parti radical, les petits partis écolos, etc. 20% des sièges. Et puis de laisser 20% des sièges à une primaire citoyenne, plurielle, plurinominale, puisque c'est plusieurs sièges, plusieurs noms qu'il faut remplir, en disant on va faire un appel à la société civile en disant venez, rejoignez-nous. Vous n'êtes pas forcément des militants ou vous êtes des militants mais pas des professionnels de la politique et vous avez envie de nous aider, vous avez envie de faire campagne et c'est les citoyens, les signataires de l'appel qui vont désigner, qui vont déterminer quelle va être la composition finale. Ils vont prendre telle personne plutôt que telle autre parce qu'elle est plus écolo, parce qu'elle est plus insoumise, parce qu'elle elle a plus des valeurs sociales, parce qu'elle a plus des valeurs féministes, parce qu'elle a plus des valeurs de lutte contre les discriminations, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, laissons ça trancher dans le cadre de primaires assez larges où en fait, il y a une logique aussi où j'aimais bien dans cette idée, c'est de création d'une forte dynamique de campagne parce que ça incite tout le monde à mobiliser, à faire signer l'appel pour qu'il y ait beaucoup d'électeurs et que les socialistes, il y ait plein d'électeurs socialistes, les écolos pareil, etc., à aller chercher des candidats de qualité aussi, qu'on a envie, parce qu'on a envie qu'ils soient élus. Donc vraiment cette logique un peu constructive. Donc c'est ça que j'ai proposé, que j'ai appelé le coquelicot avec cette tige citoyenne, du coup les citoyens qui viennent porter ces 4 pétales, qui me paraissait très innovante aussi parce que ça venait casser 2 problèmes de la vie politique dont j'ai déjà parlé. Le premier, c'est le fait qu'en gros, la vie politique est menée par ceux qui aiment cette vie politique et en fait, elle est détestable. Donc en fait, vous n'avez que des gens qui sont des militants partisans d'une qualité inégale, mais qui en tout cas sont pris dans des logiques de haine passée, etc., qu'ils ont beaucoup de mal à surmonter. Donc ça, c'était déjà... Il faut renouveler le personnel politique. Donc, il faut trouver des manières de faire monter des gens de qualité qui viennent aérer, qui viennent changer les pratiques. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point très important,
ça j'en suis vraiment convaincu, c'est que notre espace de gauche écolo ne réussira à s'en sortir que s'il réussit à faire monter à bord la société civile. Et pas seulement la société, enfin, les partisans, entre guillemets. Des gens qui, en fait, sont très militants au quotidien parce qu'ils agissent, je ne sais pas, pour la réduction des déchets, pour le véganisme, pour la lutte féministe, pour les fédérations de parents d'élèves, etc. Des citoyens profondément engagés qui partagent un socle de valeurs commun, mais dont le rapport aux politiques est beaucoup trop distant pour plein de raisons. Ça s'explique notamment par la manière dont finalement les syndicats français ont décidé au début du XXe siècle de ne pas monter à bord des partis, de se séparer formellement. Hein. C'est la charte d'Amiens qui dit qu'en gros, on n'est pas les mêmes. Les syndicats, c'est une chose, les partis, c'est autre chose. Il y a un côté sain à ça, mais il y a un côté aussi très profondément malsain qui est qu'en fait, en vrai, je suis désolé, aujourd'hui, les syndicats, quand vous regardez, ou les organisations environnementales, ou les fédérations de parents d'élèves, etc., quand vous regardez, quand il négocie avec Laurent Wauquiez, ça n'a rien à voir avec quand il négocie avec un Éric Piolle ou quand il négocie avec un Bruno Bernard à la métropole de Lyon. Il y a certains partis politiques qui sont des alliés de cette société civile, d'autres partis politiques qui sont franchement des adversaires objectifs. Et donc, il y a vraiment ce souci aussi dans cette proposition, ce souci de casser cette frontière trop forte entre société civile d'un côté et société partisane de l'autre. Bon, donc je suis arrivé avec cette proposition qui a beaucoup séduit Fabienne Grébert, la tête de liste. Cette tête de liste qui avait été désignée dès le mois de septembre. Une personne que par ailleurs, dont j'ai pu apprécier vraiment la qualité d'analyse, le souci de l'innovation, le souci de casser les barrières partisanes, etc. Mais qui, hélas, n'a pas réussi depuis, les négociations durent depuis 2 semaines, à imposer cette ligne-là parce que le Parti socialiste avait l'impression de ne pas être assez respecté, les Verts n'avaient pas l'impression d'être assez respectés, PCFI, ils s'en foutaient, de toute façon, ils ne sont pas du tout dans une stratégie de construction parce qu'eux, ils jouent la carte, enfin, pour la FI en tout cas, la carte Mélenchon et pour le PC, la carte PC. Et donc, voilà, les négociations ont un peu patiné. La proposition de Coquelicot a été… en gros, à chaque fois, c'est les citoyens qui en ont pris plein la gueule. Ils pesaient 20%. Après, il y a eu des propositions où ils pesaient 10%, des propositions où ils pesaient 5%. À la fin, il ne restait plus rien. Ils n'ont même pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Donc, on en est un peu là. Je ne suis pas tout à fait pessimiste. Je pense qu'il reste encore un peu de temps avant cette élection régionale. Je pense que Aura est quand même le lieu où ça peut se passer, derrière les Verts, parce que c'est quand même ici, dans ce territoire, qu'ils ont une dynamique très puissante et ça me paraît tout à fait logique que ce soit derrière les Verts que le rassemblement s'opère, ou en tout cas derrière une candidate citoyenne mais écologiste. C'est le cas de Fabienne Grébert, elle n'est pas membre de LV, mais elle représente clairement la famille de l'écologie politique. Voilà, je ne suis pas totalement pessimiste, mais j'avoue que j'ai un peu perdu de l'espoir et que ça me fait plaisir aussi de venir vous en parler pour savoir ce que vous en pensez d'un côté. Si vous avez des idées de la manière dont on pourrait reprendre un peu l'initiative dans le débat public aussi pour inciter à ces alliances, je pense que c'est indispensable. Je pense que la présidentielle de 2022 ne se gagnera pas si la gauche part divisée, même à 2, honnêtement. Voilà, ça peut paraître une tâche impossible, tout comme celle de rassembler la communauté de Sciences Po Grenoble autour des questions qui sont les nôtres entre nous. Je ne fais que m'atteler à des tâches impossibles en ce moment, mais je ne suis pas le seul. On est très nombreux. Je trouve beaucoup de bienveillance à plein d'égards. Je m'arrête ici, c'est une demi-heure avant la fin, parce que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à raconter. Maintenant, je pense qu'on peut partir sur le format d'échange, si ça ne vous dérange pas. Ok, c'est parfait. La conférence dure normalement, jusqu'à 17h45, donc on a à peu près 1 heure pour les questions, donc c'est parfait. Donc il y a plusieurs questions. Je vais donner la parole à Tanguy Rousseau. Il a une question, je vais vous donner la possibilité d'activer votre micro. Normalement, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Allez-y. Oui, merci, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, alors j'avais demandé par écrit si résumer la division de la gauche à de simples bisbilles et rancunes personnelles ne serait pas un peu réducteur, parce que, par exemple, pour des gens de mon âge, on s'est politisé pendant les manifs contre la loi travail, contre le PS, donc ça semble assez difficile en fait de se dire qu'on va essayer de construire quelque chose politiquement avec des gens qui étaient vraiment de l'autre côté de la barricade. Voilà, je me demandais ce que vous auriez à répondre à ça. Non, je n'ai rien à répondre, c'est tout à fait vrai et respectable. Il y a des vraies divisions politiques et programmatiques derrière cette division-là. Moi, l'impression que j'ai, cela dit, c'est que la dynamique enclenchée par Emmanuel Macron a un peu fait le propre dans cet espace politique. Alors, fait le propre, ça fait un peu purificateur léniniste, genre le parti s'épure à mesure qu'il se réduit, mais
j'ai quand même l'impression que ceux qui étaient vraiment des positions sociales libérales ont plutôt quitté le PS aujourd'hui, ont plutôt rejoint Macron. Et après, moi, c'est aussi tout simplement un principe de réalité. OK, mais on a des désaccords. Mais 2 points. Déjà, je pense qu'en gros, effectivement, c'est plutôt autour de l'écologie politique qu'on peut se rassembler, parce qu'en fait, c'est le programme qui a une position un peu centrale dans cet espace relativement large. Et que, voilà, vous regardez le programme qu'a proposé Fabienne Grébert et que propose les Verts en général, il correspond, à mon avis, à ce centre de gravité. Et d'autre part, qu'en fait, on n'a pas le choix. Et ça, c'est un peu le dilemme de la gauche française depuis la Révolution française. C'est que si elle part divisée, si elle garde en mémoire des différends importants, hein, que je ne nie pas, et franchement, l'exercice du pouvoir par François Hollande a fait beaucoup, beaucoup de mal à la capacité à rassembler cet espace de gauche, je ne le nie pas du tout. Vous citez la loi travail et vous avez tout à fait raison. On peut aussi citer la déchéance de nationalité, qui était une aberration la plus totale et sur laquelle un certain nombre de cadres socialistes se sont accrochés comme des moules à leur rocher, alors même que c'était extrêmement destructeur de toute potentialité de rassemblement de cet espace de gauche. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis juste que voilà, une citation de Louis Aragon dans La Rose et le Réséda qui dit « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. » C'est exactement là où j'en suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des coups de boutoir absolument insupportables de l'extrême droite d'un côté, bien aidé en cela par un certain nombre de médias qui maintenant ne cachent même plus leurs préférences, du gouvernement de l'autre, qui nous tape dessus comme des sourds, en nous traitant de hamish, en nous traitant d'islamo-gauchistes, etc. Enfin, c'est sur tous les fronts. Et que si on ne décide pas de faire un peu front en ayant conscience de nos faiblesses, parce qu'on pèse pas lourd dans la société, on pèse 35%, tout mouillé, eh ben, on va sortir de l'histoire. En fait, le deuxième tour, ce sera encore un Macron-Le Pen, celui d'après encore un Macron-Le Pen ou un équivalent, et la gauche française va sortir de l'histoire. Je pense qu'on en est vraiment là, et qu'il est absolument urgent de oublier ce qui s'est passé, se projeter vers l'avant, se dire qu'en fait, on est d'accord, on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de grands principes et de grands systèmes de valeurs. On aura des désaccords. C'est autour de la lutte contre les inégalités et autour de la transition écologique. Et voilà, qu'on peut réussir à le faire. Je ne dis pas que c'est facile, pas du tout. Mais bon, encore une fois, ça c'est Gramsci, le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Oui, je comprends. Et justement, j'allais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est justement ce que l'enjeu, c'est pas aussi d'éventuellement construire une opposition très solide, plus solide que celle qu'on a actuellement, en cas de victoire de Macron ou de Le Pen au deuxième tour. Ben ouais, sauf que là, par exemple, vous avez vu l'échec dramatique de 2017, ça n'a pas mené, me semble-t-il, à des logiques de rassemblement très puissantes. Et c'est plutôt, la défaite, en général, en politique, elle mène rarement à des constructions de dynamique de victoire. Je trouve par ailleurs qu'on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Et que là, en gros, si on réussit à s'unir, on a de vraies chances de gagner la région Aura, d'une part, et 2022. Si on ne le fait pas, pour moi, c'est juste du temps perdu. Et je pense que l'urgence oblige d'agir maintenant. Très bien, merci. Merci Tanguy pour ces questions. Je vais donner la parole à Rémi Giorgetti. Alors, il faut que je retrouve dans le... Voilà. Hop. Normalement, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, et donc ma question c'était comment faire pour regagner l'espace de débat public, surtout dans les médias, parce qu'on voit qu'on a de moins en moins d'intervention de la gauche ou des écolos dans les médias, et j'ai même eu l'occasion d'être assez déçu et d'avoir des conférences où on parlait des élections, mais on parlait pas du tout ni de candidat de gauche ni de candidat écolo. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, si vous voulez, vous avez les questions en bas, vous pouvez cliquer sur Q&R, vous avez la liste des questions. Donc, si vraiment vous n'avez pas compris. Ou alors, Rémi, vous pouvez la reformuler si vous voulez. Et donc là, c'est la question de Rémi. Oui, c'est ça. Ah ouais, comment regagner l'espace du débat public? Bah, franchement, c'est en gagnant les élections. C'est en gagnant les élections. C'est en étant un conquérant crédible pour l'exercice du pouvoir. En fait, tant que dans les sondages, vous êtes à 12 pour l'un, 8 pour l'autre, et les autres à 34 et 28, vous êtes hors du game. Il faut revenir dans le game. Et pour ça, il faut être un concurrent crédible pour l'exercice du pouvoir.
Et après, effectivement, il y a il y a tout un travail à refaire, mais qui est fait de gens qui s'investissent dans le débat public, qui vont sur les plateaux télé. Mais c'est vrai que c'est délicat, hein, franchement, aller aujourd'hui sur le plateau télé. Alors, on a un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Persico. Alors, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. On va attendre 2 minutes que Monsieur Persico se reconnecte. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses ou dans le chat. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, on la posera après. Si Monsieur Persico arrive à revenir. C'est bon, vous nous entendez? Ouais, désolé, j'ai été déconnecté. Il y a eu un petit problème de connexion. Ouais, c'est moi, ça vient de moi. Ouais, ça arrive. Donc, j'en étais à répondre à l'espace public, ouais, à partager ce diagnostic de la difficulté à s'imposer dans l'espace public. Voilà, on est aussi, enfin, je veux dire, vous avez aussi des intérêts industriels qui sont extrêmement puissants. En fait, pour toute minute passée à parler un peu d'écologie et de lutte contre les inégalités, vous avez toutes les minutes pour des SUV ou des voyages à Dubaï pour aller visiter le nouvel aéroport. Donc, c'est la difficulté. Et puis, vous avez aussi parallèlement quand même la situation de crise sanitaire qui fait que les gens n'ont pas vraiment la tête ni à la politique, ni au monde d'après, etc. et qui sont dans des problématiques très concrètes, très directes, de précarité, etc., face auxquelles il est très difficile de porter un discours un peu optimiste. Merci Rémi pour la question. Je vais donner la parole à Nadège PC pour que vous puissiez poser votre question. Vous pouvez activer votre micro normalement. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, oui, PC, c'est la diminutif de mon nom de famille, c'est pas mon appartenance politique forcément. Ça se trouve comme ça, des fois il y a des hasards. Voilà, ma question, c'était plus sur le format du coquelicot dont vous parliez, sur les 20% constitués par des personnes de la société civile. Alors, comment ça s'organise? C'est sur une base, je suppose, de volontariat ouvert, mais il doit y avoir des sélections, entre guillemets, une sorte de cahier des charges. Comment ça marche? Comment on fait pour les rassembler, ces personnes-là? Comment on ferait, hélas? On ferait, oui. Je ne peux pas parler au présent. L'idée, elle était assez simple. Hein. Elle était de dire, effectivement, peut être candidat qui le souhaite. Il faut effectivement saigner. Il y a un appel, un appel qui rappelle un peu les grandes valeurs et tout. Donc, il faut s'engager dans cet appel-là. Et puis après, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de la manière dont ça pouvait être fait, mais ni même d'y réfléchir vraiment. Mais donc, d'abord, de dire que l'élection, c'est un mode de scrutin plurinominal, préférentiel. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes électrice, vous êtes citoyenne, signataire de l'appel en Isère.
vous avez, je ne sais pas moi, 17 candidats issus de la société civile ou de militants non professionnels et vous ordonnez les gens par préférence, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sachant que sur les listes composées, vous avez des places qui sont réservées à chaque fois pour les citoyens. Donc, le premier, il remonte à la première place citoyenne, le deuxième, le premier homme à la première place homme citoyenne, la première femme à la première femme et la place de première femme, etc. Donc, c'est vraiment ce mode de scrutin préférentiel que je trouve très intéressant parce que c'est un mode de scrutin qui, par ailleurs, privilégie vraiment les modes de discussion les prises de décision par consensus. Oui, tout à fait. Oui. C'est l'inverse de mode de scrutin uninominal où en gros ça amène à de l'affrontement très fort. Donc ça, c'est le mode de scrutin. Après, sur qui peut candidater, à partir du moment où vous signez la charte, vous avez le droit de candidater. Moi, je pensais qu'il était important que les organisations elles-mêmes fassent un effort de formation des candidats. Ça, j'aurais trouvé ça très intéressant, un peu d'éducation populaire, de dire en gros, qu'est-ce que c'est déjà de siéger au conseil régional, comment est-ce que vous pourriez d'offrir aussi des outils un peu de campagne pour faire des CV un peu jolis, pour aider à faire des vidéos, pour pouvoir que ces candidats communiquent auprès des signataires de l'appel, etc. Il y avait plein d'idées un peu innovantes sur la manière de faire de l'empowerment, d'une certaine manière, de ces gens de la société civile. Voilà, on pourrait en parler largement, mais voilà, l'idée est plutôt effectivement de laisser, il n'y a pas de sélection a priori, quoi. Moi, j'étais vraiment contre ça, de dire en fait, c'est les citoyens, dans un cadre de primaire, avec un mode de scrutin qui permet l'expression de la pluralité, le respect des compromis, qui choisissent qui vont être leurs prochains conseillers régionaux. Et du coup, ces conseillers régionaux, après eux-mêmes, vont choisir est-ce qu'ils ont plutôt envie de siéger dans le groupe des Verts, dans le groupe du PS, etc. Peu importe. Ça se trouve, il n'y aurait même pas de groupe différent, il y aurait un groupe unique. Enfin, ça, c'est au niveau de la gouvernance du conseil régional, c'est encore d'autres questions, mais d'être vraiment le plus ouvert possible parce que pour juste apporter un vent de fraîcheur. Des gens qui ne sont pas là depuis si longtemps que ça, qui ont des nouvelles idées, qui ont des domaines d'expertise particuliers, qui ont des couleurs aussi un peu différentes, etc. C'est tout ça que je cherchais à mettre en avant. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vais souligner ce que vous avez dit par rapport à la formation, parce que je trouve qu'il est très, très important que ces citoyens, même s'ils sont pleins de bonne volonté, sachent dans ce à quoi ils vont être confrontés et un peu des billes. On le voit au niveau municipal pour ceux qui ont accédé à des postes tout récemment, tout ce qu'il faut apprendre, se familiariser avec et voilà. Donc, pour aussi avoir une sorte de capacité à prendre des décisions, il faut une formation. Donc, je trouve ça très, très bien que vous l'ayez souligné, malgré le fait que ces personnes-là ne fassent pas partie de groupes politiques définis, qu'ils ne soient pas laissés seuls face à des gens qui ont déjà l'habitude, parce qu'ils risquent de perdre, ne pas se sentir légitimes d'intervenir par la suite. Voilà, donc merci. C'est très important. Cette logique d'éducation populaire et de rendre du pouvoir et de la capacité aux citoyens, c'est une des dimensions les plus essentielles, je trouve, du rôle des politiques au sens large aujourd'hui et à laquelle ils faillissent. Mais même d'ailleurs, ils échouent aussi à former leurs propres militants, pour être honnête. Quand vous regardez la qualité des formations militantes dans les partis, quel que soit le parti, franchement, c'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être. Merci beaucoup. Merci Nadège pour votre question. Alors, il y a une question sur le live Facebook. Donc, il y a Nils Ménard qui demande « Un des problèmes évoqués par les citoyens qui se désintéressent de la politique est que cette dernière est trop complexe à comprendre. Le modèle du coquelicot, au-delà de l'intérêt qu'il présente, ne semble pas résoudre ce problème, voire l'empirer. Cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet inverse, l'effet inverse que celui escompté sur les citoyens ?» Ce qui est sûr, c'est que la politique, c'est compliqué. C'est compliqué, la politique. C'est des négociations permanentes, c'est des compromis, c'est des choses, on n'arrive pas à faire ce qu'on pensait pourtant pouvoir faire. Au contraire, on est obligé de faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Donc, la politique, c'est it's nasty business. Après, vous dites que c'est compliqué. Moi, je trouve ça plus simple de dire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 que de dire 37,2 pour ELV, 14,8 pour le PS, parce que c'est ça après les négociations, hein, c'est le truc de terme à terme, je t'enlève tel candidat dans tel département, je t'en rajoute un et tout, des trucs hyper obscurs, pas du tout publics, qui sont beaucoup plus de tambouille. Alors après, ça peut être de la tambouille faite en interne et puis après, il y a une communication externe en disant tout va bien, de toute façon on est d'accord, maintenant tout le monde part ensemble.
C'est ce qui va se passer dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, où en gros, il y a un accord de l'ensemble de la gauche et ils vont se mettre d'accord. Ça va être dur pour savoir qui siège où, etc., à quelle place de la liste. Mais au final, il y aura une image unique. Donc ça, c'est vrai. Moi, je trouve ça assez bien de dire, en fait, les gars, on va vous expliquer assez simplement comment ça fonctionne. On va prendre des critères très simples. Tout le monde peut comprendre. 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus les 20 citoyens. Faites-en partie. Venez. Ah, c'est vrai que c'est aussi, voilà, ça présente cette diversité, cette absence d'unité, etc. Mais je trouve ça aussi une forme de respect, parce que c'est ça la réalité de la vie politique aujourd'hui et la réalité de cet espace politique de gauche écolo. Merci pour votre réponse. Alors, on a une question de Florent que je ne vois pas, donc je vais poser la question. Donc, qu'est-ce qui explique que la gauche a ce besoin indispensable d'unité, là où la droite peut apparaître plus efficace, même si parfois plus dispersée? Ben là, ça dépend ce que vous entendez par gauche et droite. Mais comme je le montrais tout à l'heure, en gros, vous avez 3 blocs. Le bloc, on va dire, conservateur identitaire, dont la principale force est le Rassemblement national, et auquel viennent s'adjoindre une partie de la droite de LR, mais aussi des petits partis un peu plus périphériques. Et eux, ils ont la culture du chef de toute façon. Puis c'est le Rassemblement national qui plie le game, donc ils ne se posent pas trop de questions. Après, vous avez le reste de la droite qui est plus forte en fait d'un point de vue électoral, puisque le FN pèse environ 25. La droite macroniste plus LR, ça pèse 40, 45 même. Donc eux, ils peuvent se permettre de se diviser. Pas tout le temps. Par exemple, regardez ce qui s'est passé à Lyon ou à Bordeaux, où ils sont partis diviser au premier tour. Ils n'ont pas réussi, enfin, ils ont tenté de se rassembler au second, mais ça les a fait échouer. D'accord ? Alors que vous avez l'autre exemple de Toulouse, où Moudinque, le sortant, a réussi à faire l'alliance entre LREM et LR dès le premier tour. Donc, il n'a pas eu ce problème de fusion entre deux tours. Il a réussi à gagner, alors même que tout le monde pensait que s'il y avait une ville qui pouvait tomber dans l'escarcelle des Verts, c'était Toulouse. Et finalement, ils n'ont pas réussi à la gagner. Donc voilà, en fait, ces logiques de division, elles jouent aussi pour la droite, mais elles jouent de manière un peu moindre parce que leur socle électoral est plus élevé que le socle électoral de la gauche. Merci pour cette réponse. Emmanuel Sibla, je vais vous donner la parole. Alors, oui, là, vous pourrez poser votre question à l'oral. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui. C'est bon, on vous entend. J'avais une question. Vous avez montré dans la présentation la nécessité mathématique de se rassembler. Et vous l'avez réexpliqué juste maintenant. Si on parlait plus du fond, quels seraient les points programmatiques essentiels sur lesquels cet arc humaniste doit se rassembler, notamment sur les axes environnement et justice sociale? Alors après, ça dépend du niveau de gouvernement dont on parle. Mais par exemple, pour la région, il y a des points d'accord assez évidents sur où est-ce qu'on met les moyens en termes de formation professionnelle, par exemple. Il faut les mettre dans des secteurs favorables à l'environnement, à la transition écologique et à la lutte contre les inégalités. Quel type d'entreprise est-ce qu'on subventionne? Encore une fois, plutôt subventionner les entreprises qui œuvrent pour le bien commun plutôt que des entreprises industrielles tout à fait standards qui vendent des produits dont on n'a rien à faire. Sur la transformation des pratiques dans les lycées. Les régions sont responsables de tout l'aspect opérationnel des lycées, donc que ce soit les menus de cantine, que ce soit la rénovation des lycées, etc. Voilà, il y a aussi une série de moyens qui doivent être fléchés de manière différentielle. Puis après, si on parle du niveau national, là, il y a tous les autres enjeux de type fiscalité, politique commerciale, etc. Bon, c'est très compliqué. Et je pense que ça implique un travail de construction programmatique nécessaire, important, qui est hélas un peu fait, mais pas suffisamment. Je ne dis pas que tout est facile. Mais aussi, on peut prendre la question dans le sens inverse. Dans le fond, dans cet espace politique un peu divisé entre le PS d'un côté, la FI de l'autre, avec les Verts au milieu, qu'est-ce qui fait vraiment désaccord? Sur quoi est-ce que les gens ne sont vraiment pas d'accord? Moi, je vois 2 points. Le premier, c'est la question du nucléaire. La question du nucléaire qui divise quand même cet espace politique, notamment le Parti communiste qui est assez fortement nucléariste, une partie du PS aussi. D'ailleurs, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, les élus socialistes du sud de la Drôme n'ont trouvé que très urgent d'écrire une tribune pour défendre absolument Tricastin, quoi.
dans la période où tu avances avec des négociations avec les Verts, c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais bon, par exemple, cette question du nucléaire, pour moi, elle peut être écartée assez facilement dans la mesure où, ce n'est pas une compétence régionale. Et par contre, ce qui relève de la compétence régionale, c'est par exemple le soutien à l'industrie, enfin les politiques économiques de défense de certaines industries, et la formation professionnelle. Donc, tu peux très bien te mettre d'accord pour dire de toute façon, Tricastin et Crémalville, dans l'Ain, vont fermer un jour, à un moment, à un autre. Il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle des salariés d'EDF pour qu'ils soient en capacité de trouver un job quand ces centrales fermeront et ou de participer au démantèlement de ces centrales-là. Donc voilà, tu ne parles pas de dire je vais fermer des centrales nucléaires, ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, ça ne relève pas de la compétence régionale. Tu dis comment je prépare l'après. Pareil pour un autre sujet qui peut être un peu en tension avec les socialistes, c'est le Lyon-Turin. Bon, là, il faut se mettre d'accord et dire est-ce que c'est important aujourd'hui encore de faire ce genre de grands projets qui bétonnent des kilomètres et des kilomètres carrés de surface naturelle. Voilà, moi je pense que dans l'espace politique actuel de cet arc humaniste, il y a plutôt un accord pour dire qu'il faut arrêter avec les grands projets imposés et inutiles. Tout ça peut aussi être tranché, c'est un des trucs que j'avais proposé dans le Coquelicot, par la primaire. Hein. Franchement, s'il y a des points programmatiques qui restent en désaccord, pourquoi pas les trancher avec un vote de primaire où les gens décident s'ils préfèrent faire le Lyon-Turin ou ne pas le faire, quoi. C'est aussi une des solutions. Et après, franchement, sur l'ensemble de ce qui met en commun, là, il y a une littérature vraiment large parce qu'en fait, vous avez… Mais quand on regarde, par exemple, du côté des penseurs, entre guillemets, des économistes, des philosophes, des sociologues du travail, etc., prenez des Dominique Méda, des Piketty, des Éloi Laurent, etc., mais ces gens-là nous proposent en fait un programme sur lequel tout le monde est d'accord. En fait, après, Mélenchon, il va dire « Ouais, moi, je suis plus planificateur. » Les écolos vont dire « Ouais, moi, je suis plus décentralisateur. » Mais en fait, dans le fond, tout le monde est d'accord sur ce qu'il convient de faire. Si tu te mets un peu autour de la table. En tout cas, on peut se mettre d'accord, à mon avis, assez rapidement. Plus rapidement, je trouve, que ce qu'on veut bien le laisser à croire. Et il me semble que les désaccords sont plutôt entretenus par ce petit personnel politique. Je dis petit parce que je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux, qui ont tendance à souffler sur les braises de la division plutôt que de chercher à mettre en avant ce qui rassemble. Ok, merci. Et juste une question complémentaire, une précision sur le slide où tu as montré l'intérêt de partir groupé dès le premier tour. Et on voit l'effet au second tour. Sur le slide, il y avait une troisième colonne où on montrait 3 listes autonomes. Ouais. Et celle qui obtenait le plus grand score à la fin. Ouais, à la fin, mais tu as bien vu qu'au premier tour, ils ratissent hyper large, ça c'est vrai. Le sursaut, il est quasiment inutile. En fait, ils font 52. Mais en absolu, tu finis quand même au-dessus. Oui, d'accord, mais en fait, c'est aussi, par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un espèce de biais dans ce que je montre, dont je n'ai même pas parlé, mais c'est qu'en fait, les listes où ça part séparé, c'est souvent les endroits où la gauche est la plus forte, en général. Tu regardes les européennes, par exemple, le total gauche. Donc, c'est aussi lié à ça. Mais moi, ce que je trouve que l'histoire que raconte ce graphe, c'est surtout qu'en gros, même si tu pèses peu au premier tour parce que tu es uni, finalement, tu rattrapes largement le retard entre les deux tours. C'est ça la principale histoire de ce graphique. Ok, merci. Merci à vous pour votre question et merci, M. Persicot, pour votre réponse. Vous avez jusqu'à quelle heure pour les questions, pour savoir si on doit aller plus ou moins rapidement? 17h30, ça m'irait bien, si on pouvait terminer. C'est parfait, impeccable. Ok. Alors, il y a une question dans le chat qui porte sur le mouvement Greenvox. Donc, est-ce que vous connaissez ce mouvement Greenvox? Alors, l'internaute nous demande si ça sort du lot de ne pas y répondre. Donc, le mouvement Greenvox qui qui part du principe d'interpeller les parlementaires par rapport à la loi climat et la convention qui a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, qui va être votée dans 2 semaines. Est-ce pertinent pour vous et comment faire signer largement? Et il vous demande aussi si vous connaissez Sandra Motin. Je ne connais pas Sandra Motin. Je ne connaissais pas le mouvement Greenvox jusqu'ici, mais je trouve que c'est très intéressant, dans le sens où toute forme de mobilisation citoyenne pour exercer de la pression à l'égard des médias, des responsables politiques, des décideurs, des entreprises, etc., participe de ce même combat. Et en fait, tout est bon à prendre. Toute personne qui passe un peu de temps pour essayer de faire en sorte qu'on parle plus de ces sujets, de convaincre des gens, des citoyens, des décideurs, etc., ça va dans le bon sens. Ça, vraiment, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Après, je ne le connais pas parce que je m'intéresse à pas tout. Je vois certaines choses qui échappent à
à mon observation, mais c'est très intéressant puisqu'il se joue à la loi climat. En plus, là, pour le coup, il y a un tel symbole de déconstruction quasi systématique des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat que ça vaut le coup de se battre. Parce que franchement, des enfumages dans cette histoire, la liste est trop longue pour la faire. Ça a commencé par les 3 jokers qui s'est auto-attribués, on ne sait même pas pourquoi. Puis en fait, ce n'est pas 3, c'est 144 jokers sur les 149 propositions. C'est le fait de faire passer le seuil à partir duquel il y a une taxation supplémentaire des véhicules de 1 tonne 2 à 1 tonne 9, ce qui fait qu'au lieu de couvrir 75% de la flotte, vous ne couvrez plus qu'à peine 20% de la flotte. Ce genre d'enfumage qui n'est même pas présenté. Le truc sur la publicité, pareil, sur l'extension de la loi E20 pour les produits polluants ou climaticides, pareil, ça s'est fait déconstruire à grand renfort de lobbying interne des grandes entreprises et de lâcheté du gouvernement. Donc voilà, tout ce qui participe à remettre la pression sur ces sujets-là est intéressant. De toute façon, plus on parlera des sujets de climat, des sujets d'inégalité sociale, plus la dynamique de cet espace politique sera importante. Plus on parlera au contraire des sujets d'islam, des sujets d'identité, et plus au contraire, on se fera zigouiller par la droite et l'extrême droite qui sont en position conquérante sur ces enjeux-là. Merci pour votre réponse. Alors, si on prend les questions-réponses, Florent a une autre question. Donc, n'y a-t-il pas un risque de désintérêt, notamment des jeunes générations envers la politique partisane à cause des batailles d'ego? Et quelles conséquences et comment concrètement les réimpliquer dans l'écologie partisane, les jeunes générations? Bah si, le constat, je le partage tout à fait. C'est même pas un risque, c'est la réalité, quoi. C'est quand vous regardez les taux de participation chez les jeunes aux élections municipales, par exemple, ça doit être de l'ordre de 20%. Et même au présidentiel, il y a un sous-vote très important des jeunes générations. Donc, il y a vraiment cet éloignement, ce dégoût même d'une certaine manière, qui est lié à la politique des égos, qui est lié à une politique qui n'est pas claire, où en fait on ne comprend pas quelles sont les positions prises par les différents acteurs, où il y a beaucoup de jeux, un peu de jeux politiciens au lieu de prendre de la hauteur sur les enjeux. Donc ça, je le partage tout à fait. La solution pour moi, elle est déjà de continuer à se mobiliser sur le terrain social. Et là, pour le coup, les jeunes générations sont quand même très fortement impliquées autour des marches pour le climat, autour de l'organisation de festivals comme Game Over, autour de l'organisation de la COP 2 étudiante là, qui va arriver en avril, qui sont autant d'initiatives très louables de Greenvox dont on a parlé tout à l'heure. Et puis après, moi, ça c'est plutôt mon appel, mais moi, ce que je vous inciterai, c'est adhérer aux partis politiques. Adhérer aux partis politiques. Imposez-vous-y. Franchement, ils sont peu nombreux. Les Verts, c'est 20 000 adhérents en tout, au niveau national. 20 000 adhérents. Il y a plus d'adhérents à la Fédération française de course d'orientation. Et ce n'est pas une blague. Il y a plus d'adhérents à la Fédération française de course d'orientation qu'à Europe Écologie Les Verts. Donc, de ce point de vue-là, vous pouvez vous faire votre place, les amis. Si vous adhérez et que vous décidez de foutre la pression, vous foutez la pression. Pareil à la France Insoumise, pareil au Parti communiste, pareil au Parti socialiste. Si vous décidez de rejoindre ces partis-là, vous pouvez trouver votre place parce que vous êtes bien formé, parce que vous avez encore la conception, c'est-à-dire une espèce de vision, un espoir qui en gros plie tout le monde. Parce que les autres sont tellement pessimistes et ils sont tellement recroquevillés qu'en gros, un peu de bol d'air frais, il faudra faire sa place, il faudra s'imposer. Ce n'est pas forcément facile quand on est une femme, ça j'en suis tout à fait conscient, mais vraiment je vous invite à aller rejoindre les partis politiques parce que la politique se fait sans vous, elle se fait sans vous. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des gens qui, parce que les partis sont si faibles, qu'il y a si peu de jeunes qui en sont membres, etc., prennent des décisions qui sont contre votre intérêt, alors même que ce sont les organisations partisanes qui sont censées représenter vos intérêts, et en tout cas dont vous croyez qu'ils représentent vos intérêts. Mais donc, voilà, moi, c'est plus ça, c'est plus de dire bougez-vous sur le terrain social et puis allez dans les partis pour faire exploser tout ça, demander que ça change, exiger du rassemblement le plus fort possible, arrêter avec les bisbilles, les oukases et les anathèmes en permanence portés de part et d'autre qui sont uniquement destructeurs de toute capacité à avancer collectivement et à gagner des victoires, encore une fois, sur le front des politiques publiques. Parce que s'il y a une chose aussi dont je suis convaincu, c'est que quand c'est des écolos de gauche au pouvoir, ce n'est pas pareil que quand c'est Laurent Wauquiez. Je suis désolé de le dire. Et que même la gauche plurielle sur laquelle on a tant craché à la Jospin, où il y avait les socialistes, les Verts respectés, les communistes au pouvoir,
eh ben, ça aboutit à des victoires politiques beaucoup plus importantes que quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on regarde dans l'histoire politique de France depuis 1983. Je veux dire, la CMU, la couverture maladie universelle, la réduction du temps de travail, la mise en place du pacte, la mise en place de la parité, etc. Voilà, vous avez des conquêtes. Pareil à Lyon, la mise en place du revenu universel, d'une forme de revenu universel pour les jeunes à la métropole de Lyon. À Grenoble, l'interdiction de la publicité dans les espaces publics, le fait de faire que toutes les tarifications de l'eau, de l'électricité, des transports, etc., soient basées sur le quotient familial, donc soit des principes de redistribution des richesses. Voilà, tout ça, c'est ça que fait cet espace politique au pouvoir. Et donc, il faut avoir conscience que, en gros, vous êtes beaucoup plus aidé quand vous participez à cette conquête du pouvoir. Après, je dis ça, encore une fois, je suis un peu là dans une position bizarre. Je suis dans les murs de Sciences Po Grenoble, j'ai quand même un devoir de neutralité aussi. Là, c'est bien d'avoir ces espaces aussi qui sont un peu décalés par rapport à mes cours. Je ne parle pas du tout comme ça en cours. Là, je vous le dis plus comme ça parce qu'on est dans un festival un peu militant et que j'en suis profondément convaincu. Mais vraiment, là, je suis en train d'écrire un manuel que je co-dirige sur les partis politiques. Et vraiment, il y a un point fondamental, c'est en gros, les partis politiques, ils existent et ils exercent le pouvoir que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. La démocratie représentative, elle ne va pas s'effondrer comme ça naturellement. On voit même s'il y a des institutions, par exemple, de démocratie directe ou un peu participative, comme la Convention citoyenne pour le climat, et ben vous voyez à quel point les logiques de représentation des intérêts, elles reprennent le dessus très vite. Et donc, en fait, si vous ne vous occupez pas de politique, elle s'occupera de vous. Merci pour cette phrase finale. Du coup, on a une question de Xavier. Je vais vous donner la parole si vous voulez poser votre question. Vous pouvez activer votre micro maintenant, normalement. Vous pourrez poser votre question à l'oral si vous le désirez. Sinon, la question est dans le chat. Donc, je partage votre point de vue sur le fossé qui sépare la société civile du monde politique. Quel chemin conseillez-vous à quelqu'un qui est engagé dans le monde associatif pour découvrir le monde politique local et augmenter son impact en faveur de l'écologie? Bon, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prendre sa carte dans un parti politique, aller à la première réunion à laquelle on lui propose d'aller, prendre un peu la température, essayer de convaincre des copains de venir avec vous aussi, arriver à plusieurs, des copains et des copines, arriver à plusieurs, comme ça, vous pourrez partager l'expérience, etc. Et plier le game. Parce qu'en fait, encore une fois, ils sont 20 000. Nous sommes 254 millions. Non, j'exagère, mais parce que j'exagère un peu. Mais voilà, moi, je vous dirais, allez-y, quoi. Allez voir, allez discuter, passez des coups de fil. Si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas à contacter les gens autour de vous. Voilà, et puis faites-vous votre propre opinion. Vous reviendrez peut-être avec beaucoup de déception et d'amertume. J'en serais désolé. Et peut-être que vous aurez participé à changer un peu les choses. Merci. Alors, je vais donner la parole à Gabin qui a posé une question. Normalement, vous pouvez activer votre micro sur les différents mouvements de gauche. L'addition des différents mouvements de gauche. Gabin, vous pouvez activer votre micro normalement. Bon, je vais poser la question. Vous avez parlé des divisions entre les différents mouvements de gauche, PS, LFI, Europe Écologie Les Verts, voire PCF, citant notamment le nucléaire. Mais est-ce que la question économique, la question libérale, c'est pas par-dessus tout une division centrale qui ne peut résoudre dans le compromis, dans l'entre-deux? Alors oui, si effectivement vous ne considérez qu'il n'y a de solution que dans la sortie du capitalisme, par exemple, la sortie immédiate et unilatérale du capitalisme, c'est sûr que ça amène à des désaccords. Mais là, je pense encore une fois, franchement, si vous lisez les positions d'un Piketty, d'un Éloi Laurent, d'une Dominique Méda, etc., ils offrent des voies de transformation assez radicales de nos systèmes économiques et de la place de l'économie marchande, de la place du capital, de la place du patrimoine, etc., qui ne sont pas la sortie du capitalisme, mais qui sont suffisamment radicales, à mon avis, pour mettre la plupart des gens d'accord. Ceux qui sont un peu modérés et ne veulent pas non plus jeter le capitalisme du jour au lendemain, mais aussi ceux qui veulent que les changements s'opèrent de manière assez radicale. Je pense qu'il faut en discuter. Et que c'est sûr que, par contre, parler sur des questions très méta de type est-ce qu'on garde le capitalisme, est-ce qu'on garde l'économie de marché, etc., ce n'est pas du tout la bonne manière de faire. Je pense qu'il faut, mais là, c'est un peu aussi ma conviction, c'est-à-dire qu'il faut être pragmatique dans l'exercice du pouvoir. Il faut être réformiste, du coup. C'est-à-dire prendre les victoires les unes après les autres, avec un niveau de radicalité important dans ce qu'on porte,
mais un niveau de pragmatisme important aussi dans la manière dont on le réalise une fois arrivé au pouvoir, parce que c'est compliqué, on ne fait pas bouger comme ça la société à coup de décret ou à coup de décision. Voilà. Après, moi, je n'ai pas l'impression que les divisions sont si irrémédiables que ça, entre, par exemple, un Mathieu Orphelin, vous voyez qui c'est Mathieu Orphelin, qui était un ancien macroniste qui s'en est maintenant éloigné, qui porte un peu une position écologiste, on va dire modérée, mais j'ai l'impression qu'entre un Mathieu Orphelin et un François Ruffin, donc vous voyez quand même deux pôles assez éloignés de l'espace politique, il y a beaucoup plus en commun qu'entre un Mathieu Orphelin et un Emmanuel Macron. J'en suis vraiment fondamentalement convaincu. Et que là, il y a un entre-deux sur lequel on est tout à fait d'accord pour se mettre sur un programme, y compris de transformation de l'économie, d'engagement d'une économie qui ne repose plus sur la croissance économique, d'engagement d'une économie qui ne repose plus uniquement sur l'économie marchande, la démarchandisation, notamment du travail, etc. Tout ça sont des points programmatiques qui, à mon avis, peuvent mettre beaucoup de gens d'accord. Merci pour cette réponse. Je vais donner la parole à Pierre Thomas qui a une question. Normalement, Pierre Thomas, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du coup, moi j'avais une question, c'était comment remettre on va dire le long terme au cœur des décisions politiques et un peu arrêter avec le court-termisme actuel. Grande question. Grande question, difficile à trancher parce que de fait, ça me paraît difficile de dire qu'on va élire quelqu'un pour 15 ans et qu'on verra au bout des 15 ans. Je pense que quand même la fréquence, alors peut-être qu'on pourrait passer à 7 ans, etc. Pourquoi pas, mais je pense que le fait d'avoir des élections régulières, c'est un élément absolument fondamental en démocratie. C'est ce qui permet d'éviter toute forme d'autoritarisme. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, un deuxième point, moi, je trouve, ce serait plutôt d'avoir des formes d'institutions qui ne dépendent pas forcément de l'élection. Par exemple, moi, je suis très favorable à l'idée qui est développée par une politiste américaine qui s'appelle Hélène Landemore. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'elle écrit. Elle a écrit un papier dans Le Monde récemment, mais elle a écrit un super bouquin aussi sur l'idée d'avoir une deuxième chambre qui serait tirée au sort, par exemple. Un Sénat tiré au sort, qui fait que du coup, les intérêts de personnes tirées au sort, ils ne sont pas du tout liés au mandat. Ils ont juste intérêt à réaliser leur mandat du mieux possible par rapport à la défense du bien commun, parce qu'ils représentent, ils ne jouent pas leur réélection. Voilà, ce type d'institution qui, en gros, laisse de la place à des représentations qui ne sont pas issues de l'élection, mais plutôt du tirage au sort, me paraissent une partie des solutions. L'autre type de solution, c'est ce qui a été développé notamment par des gens comme Dominique Bourg. D'ailleurs, je crois que vous allez inviter Dominique Bourg dans le cadre du festival Game Over. Voilà, des sortes de troisième chambres, des chambres du long terme, etc. Voilà, des idées qui ont été développées par Bourg, par Blondiot, par Bastien François, etc., qui sont des solutions potentiellement intéressantes, même si moi, j'avoue que j'ai plutôt une préférence pour garder deux chambres et pas créer une troisième chambre supplémentaire du long terme qui, au fond, serait comme un comité économique, social et environnemental, le Conseil économique, social et environnemental, le CESER, qui, finalement, ne sert pas à grand-chose. C'est un peu là en décoration. Moi, je serais plutôt pour avoir une vraie deuxième chambre qui a un vrai pouvoir législatif, mais qui serait totalement radicalement différente parce qu'elle serait tirée au sort. Bon, là, on parlait tout à l'heure de radicalité programmatique. Là, je pense que j'en tiens une bonne couche. Reste à voir comment ça pourrait être mis en œuvre. Mais en tout cas, ce sont des idées qui m'intéressent pour justement privilégier cet intérêt du long terme, l'intérêt collectif, en fait. Et on voit très bien, d'ailleurs, la Convention citoyenne, à partir du moment où on réunit des citoyens plutôt lambda qui sont, et on l'a montré avec Florent, beaucoup plus représentatifs de la société française que l'Assemblée nationale, par exemple, vous obtenez des positions de compromis et de consensus beaucoup plus radicales en matière de défense, de la lutte contre les inégalités, de protection de l'environnement, etc., que quand vous mettez des élus. Donc voilà, rendre possible au maximum ces logiques de tirage au sort en donnant du pouvoir concret aux personnes qui ont été tirées au sort et pas seulement la possibilité de faire joli en arrivant avec un rapport qui va être démantelé de part et d'autre une fois passé devant les fourches codines du processus législatif. Ok, super, merci beaucoup. Et oui, Dominique Bourg, c'est demain à 18h30. Eh bien, allez-y. Merci pour la publicité, Pierre Thomas. Alors, je vais donner la parole à… Alors, Laetitia, vous avez une question qui est sous forme un petit peu de sondage. Je vais vous donner la parole. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Oui, effectivement, je ne souhaitais pas forcément avoir la parole, mais ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis assez convaincue par ce que vous dites, hein, la nécessité de se fédérer et d'avoir un candidat au-delà des divergences, des pinaillages, des batailles d'ego. Maintenant, j'aurais voulu savoir si là, il était possible de mettre en place un sondage tout de suite pour voir si déjà parmi les gens qui assistent à cette conférence et qui sont donc supposés être intéressés par le sujet, on arriverait à se mettre d'accord sur un candidat. Parce que moi, vous entendre, ça me donne envie tout de suite de lancer une initiative citoyenne pour militer pour le rassemblement, mais je me demande si réellement c'est jouable, en fait, techniquement, et peut-être que l'échantillon des participants à la conférence pourrait donner une orientation déjà sur la faisabilité de la chose. Alors, je suis en train de préparer le sondage. La question sera, seriez-vous d'accord pour vous rassembler autour d'un candidat? Est-ce que ça vous va? Oui, oui, oui. Oui, non, et ne se prononce pas. Après, moi, si vous voulez lancer un mouvement, je veux bien participer, hein. J'ai déjà 11 pages de texte qui expliquent le coquelicot, qu'il faudra nettement réduire et tout. Mais ouais, je pense qu'effectivement, une initiative un peu citoyenne, étudiante, plurielle, qui appelle à la raison et appelle au rassemblement pour ces régionales, ça pourrait être un bon coup. Alors, je vais lancer le vote. On est 25 sur le Zoom. Je vais lancer le vote. Normalement, tout le monde pourra voter. J'ouvre le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Donc, seriez-vous d'accord pour vous rassembler autour d'un candidat? Oui, non, ou ne se prononce pas. C'est l'avantage du webinaire, c'est assez interactif. Du coup, je peux peut-être en profiter pour vous poser une autre question. Ouais, oui, allez-y. Je ne vous ai pas entendu parler au niveau du problème européen, par exemple. Quels sont les enjeux au niveau européen? Est-ce que ça semble jouable aussi de fédérer au niveau européen? Le niveau européen, c'est plus compliqué parce que déjà, pour les élections européennes, vous avez de la vraie proportionnelle. D'accord? Donc, le fait qu'en gros, vous pesez ce que vous pesez aux élections. Et donc, du coup, là, on voit, d'ailleurs, les Verts ont eu de très bons scores aux européennes de 2019. C'est désormais le 4e groupe du Parlement, je crois. Et ça fonctionne nécessairement par création de consensus et de compromis avec des espèces de grandes coalitions, hein, qui rassemblent plusieurs partis ou plusieurs familles de partis dans la prise de décision au Parlement. Donc ça, c'est pour le côté du Parlement. Et donc ça, c'est plutôt quelle est la dynamique de chacune des familles de partis lors des élections européennes, sachant qu'il y a des dynamiques qui sont différentes selon les partis. Et les familles de partis. Et puis après, il y a le Conseil européen et le Conseil des ministres qui, là, représente les États. Et donc là, on n'est plus tellement sur des formes de représentation politique, on est sur des représentations des intérêts nationaux. Et donc, c'est différent. Et là, de ce point de vue-là, c'est en changeant les dirigeants nationaux qu'on réussit à changer la composition du Conseil européen. Ce qui fait que, par exemple, les Verts ont beau être assez puissants au sein du Parlement européen, ils n'ont pour l'instant jamais eu de représentants au sein du Conseil européen, puisqu'il n'y a jamais eu un chef d'État ou un chef de gouvernement issu de la famille de l'écologie politique. Et sur cette histoire de, finalement, toujours l'Europe, on dit que, vous avez dit que c'était le nucléaire qui divisait aussi pas mal les partis de gauche, mais la question de l'Europe les divise. Est-ce qu'il y a une position qui peut les réconcilier? Puisque Jadot et LFI, par exemple, n'ont pas le même point de vue là-dessus. Tout à fait. Ça, c'est un sujet qui est plus compliqué, qui ne se pose pas au régional, mais qui va se poser au niveau national. Effectivement, même si moi, de ce que j'ai lu de Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, l'hypothèse du plan B, elle a pris vraiment beaucoup de plomb dans l'aile. Hein. Ils sont plutôt tous les deux en fait, dans l'idée de faire jouer un rapport de force plus ou moins fort, plus ou moins violent et conflictuel à l'égard de l'Union européenne, mais pas de... Enfin, l'hypothèse de sortir de l'Union européenne, pour moi, semble avoir un peu être sortie de la plupart des programmes de qui que ce soit dans l'espace politique français, à part l'UPR. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même des désaccords. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas le moindre des désaccords. Et en même temps, moi, franchement, j'avoue que là, encore une fois, je suis plutôt pragmatique. Je pense que, honnêtement, la sortie de l'Union européenne, c'est une chimère. Et que du coup, il faut plutôt se mettre d'accord sur la meilleure manière pour obtenir qu'un gouvernement qui serait élu sur un programme de gauche en France obtienne le plus de victoires possible au niveau européen, sachant qu'il y aura aussi beaucoup de défaites, parce qu'il s'agit de négociations, et il s'agit de négociations dans un rapport de force qui ne nous est pas forcément favorable. Alors, merci pour vos questions. Je vais relancer Alors, j'ai terminé
le vote parce que je pensais que tout le monde avait voté, mais apparemment tout le monde n'a pas voté, donc je vais relancer le vote. Hop, et là, normalement, vous pourrez tous et toutes revoter. Voilà, normalement, il y a un encart qui s'est affiché sur votre écran. Je vais laisser le vote et comme ça, tout le monde aura le temps de voter. Il y a Gabin qui me rappelle à juste titre que la LFI affiche toujours sa volonté de quitter les traités. Effectivement. Bon, sans vouloir quitter l'Europe, ouais, mais il faudra m'expliquer en fait. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on quitte les traités sans quitter l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, ce n'est que des traités après tout. Donc, ouais, je ne comprends pas trop cette position. J'avoue que je ne suis pas très, vous avez dû le comprendre, hein, moi je ne suis pas trop sur une ligne de radicalisation extrême qui n'est pas du tout crédible du point de vue de l'exercice du pouvoir. Mais... Du coup, merci Laetitia pour votre question. Je vais donner la parole à Louis Closson. Il faut que je vous retrouve dans le chat. Voilà. Normalement, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on ne vous entend pas très bien. Ah, est-ce que c'est mieux là? C'est un peu mieux, oui. D'accord. Alors, du coup, j'ai une question qui en amène deux plus petites. C'est d'abord, pensez-vous que les leaders actuels, connus à l'échelle nationale surtout, sont aptes au rassemblement, ou est-ce que seule l'émergence de nouveaux candidats serait prêt à former qui seraient prêts donc à former des alliances pour faire passer leurs idées, quitte à sacrifier des sièges pour amener donc au changement? Si dans le cas où on aurait ce renouvellement de candidats, est-ce que ça pourrait se faire dans un temps assez court pour qu'on n'assiste pas à la disparition des partis gauche et écologiques? Et est-ce qu'il est possible à court terme que tous les partis aient à incarner chacun à leur manière l'écologie, au lieu que ce soit actuellement seulement les Verts? Ok, merci pour cette question. Sur la question de la représentation et du leadership, je n'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, la présidentielle implique un tel niveau de personnalisation que j'ai du mal à voir quand même une histoire. Bon, on a le précédent d'Emmanuel Macron qui n'était pas tellement connu du grand public 2 ans avant l'élection, mais là, j'ai du mal à voir quand même une personnalité qui ne serait pas dans les radars aujourd'hui émerger, être en capacité de gagner 2022. Ce qui, vous me direz, est un peu un problème. Après, moi, je trouve qu'une option intéressante, c'est la primaire des Verts. La primaire des Verts qui va se tenir en septembre et qui va permettre au moins déjà d'avoir une sélection démocratique, sachant que vous pourrez tous participer. Ça va coûter 1 euro, je crois, un truc comme ça. Et là, déjà, vous choisissez un peu la ligne, parce qu'entre Jadot et Piolle, par exemple, ou Sandrine Rousseau, ce n'est pas tout à fait la même ligne politique. Et donc après, ce n'est pas non plus tout à fait la même capacité de rassemblement. Je pense que c'est une première étape. Après, c'est délicat parce que c'est une bataille d'ego, en fait, de gens qui sont convaincus qu'ils sont les mieux placés pour rassembler tout le monde. Voilà, moi j'avoue que et ça, c'est des choses, c'est des formes d'impondérables. Et c'est qu'à partir du moment où il y aura une pression très très forte de la base pour dire attends mec, c'est pas possible, tu vas pas y arriver à représenter tout seul, mec ou meuf, hein, d'ailleurs, parce qu'Anne Hidalgo c'est exactement pareil de l'autre côté. Que les choses pourront changer. Donc, encore une fois, voilà, exercice de la pression de la part de la base. La deuxième question, c'était quoi déjà? C'était à propos de la durée. Donc, comme vous aviez dit pendant votre monologue, on pourrait assister, s'il n'y avait pas de soubresaut, à la disparition donc, de la gauche et des Verts. Ouais. Est-ce que dans l'absence de nouveaux candidats, ou enfin en attendant un renouvellement des candidats, ces partis pourraient subsister donc tels quels ou revenir à une égalité avec les autres? Encore une fois, moi, franchement, j'ai un espoir, on va dire, raisonnable, encore une fois un peu pessimiste, un mélange entre pessimisme et optimisme, mais honnêtement, des solutions pour régler ce problème de la division, elles existent. Le coquelicot, on peut très bien penser à le faire monter au niveau national, faire pareil, 20% des sièges à l'Assemblée, 20%, 20%, 20% pour l'Assemblée nationale, hein. Une discussion programmatique tranchée par une primaire et une primaire de toute la gauche pour décider quel va être son champion. Ça, c'est le modèle idéal, qui serait en gros une solution institutionnalo-démocratique, enfin, avec une dimension d'innovation démocratique qui pourrait être intéressant. De même, il y a eu des propositions qui ont été faites, vous savez, par le mouvement des justices. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement des justices, mais il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites pour régler de manière institutionnelle.
La question, ça va être la capacité de ces propositions qui sont forcément un peu extérieures aux partis politiques, parce que les partis politiques, ils n'envisagent pas du tout cette innovation. Comment elles peuvent s'imposer dans le débat public pour les obliger à se conformer à ce genre de pratiques? Et ça, c'est une question délicate et elle dépend effectivement de votre investissement à toutes et tous. Et si vous permettez, donc la dernière était sur la capacité donc à l'ensemble des partis à représenter chacun l'écologie à leur manière. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi une des solutions qui pourrait émerger très prochainement pour que tous les partis coexistent, enfin subsistent chacun indépendamment les uns des autres? Non, mais ça, en fait, que les partis aient commencé leur mue écologiste, franchement, j'en doute pas du tout. Vous regardez un parti comme la France Insoumise, vous pouvez regarder son programme aux élections de 2017, il avait quand même largement fait sienne les propositions des écologistes dans pas mal de secteurs. Il était un peu en deçà encore, mais franchement, il avait fait un vrai progrès, notamment dans son rapport au productivisme. En fait, à l'idée selon laquelle la solution à tous nos problèmes, c'est la croissance économique. C'est ça le nœud principal de division potentielle. Mais de plus en plus de partis et de dirigeants ou de cadres à l'intérieur de ces partis sont convaincus du fait que la croissance économique n'est plus une solution durable. Donc ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas tant en termes d'écologisation des partis, ils ont commencé à faire le travail, ça ralentit encore. J'ai parlé tout à l'heure de comment le PS est encore un peu à la ramasse, mais ça bouge. Ça bouge et ça bouge de plus en plus vite et ça bouge d'autant plus vite que les citoyens, pour le coup, eux, sont passés complètement de l'autre côté. Vous ne trouvez presque plus un citoyen très productiviste dans l'espace de la gauche écolo, dans les 35% dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va finir de faire bouger tout le monde. Après, la question, c'est est-ce qu'il est encore pertinent d'avoir 3 familles de partis en parallèle alors que on pourrait estimer qu'elles sont capables de se mettre d'accord sur l'essentiel des aspects programmatiques? Ça, c'est une autre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'écologisation du reste de la gauche, elle est lente, imparfaite, mais franchement, elle est beaucoup plus avancée que si on avait parlé il y a 5 ans ou encore mieux il y a 10 ans. Merci Louis pour votre question. Alors, il nous reste 10 minutes. On va essayer de répondre aux 2 questions qui restent. William avait une question. William, je vais vous donner la parole. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Allez, je mets là à disposition, pardon, je mets fin au vote et normalement, voilà les résultats du vote. Majoritairement, un oui. À 19 réponses pour 23 votants, non, un votant. Et ne se prononce pas, 3 réponses pour 23 votants. Voilà. Donc, allez-y, William, pour votre question. Ouais, vous m'entendez du coup? Oui, c'est bon. Ok. Du coup, ouais, donc, tout à l'heure, vous parliez d'aller dans un parti politique, là, voir un peu s'engager. Le truc, c'est que c'est moi qui posais tout à l'heure déjà la question pour Greenbox parlementaire, là, et j'ai attaqué un peu dans ma commune, aller parler un peu aux élus. La seule chose, c'est qu'en fait, ce que moi, je m'aperçois, c'est que je me casse très rapidement le nez face à des technocrates et des élitistes, quoi. Enfin, des gens qui sont en espèce d'entre-soi, et quand on n'a pas fait Sciences Po, quand on n'a pas le langage, quand on n'est pas formé pour ça, ben, en fait, rapidement, on est largué et enfin, c'est assez horrible, quoi. Donc voilà, je vais papoter un peu de ça, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Après, je pense que là, vous parlez à des élus et des responsables de politique publique, etc. Donc là, cette barrière, elle est forte. Les partis, c'est différent quand même. Vous n'avez pas que des experts et des élites politiques, intellectuelles, universitaires dans les partis politiques. C'est différent. Et je pense que effectivement aussi, l'expérience militante que vous acquérez via ces expériences, ça va vous permettre de monter en qualité, en compétences. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Franchement, les citoyens, si vous penchez un peu sur le sujet, si vous faites accompagner, si vous réussissez à vous insérer dans des collectifs, franchement, la politique, ce n'est pas non plus, et ça ne doit pas l'être en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas l'être. Donc le fait que ça le soit, c'est un problème, une affaire d'experts. Mais je pense que voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on pourrait former des candidats à des primaires citoyennes, etc. Moi, il me semble que la barrière n'est pas du tout infranchissable et qu'en passant un peu de temps, en se faisant accompagner, en allant dans des organisations qui ont des capacités de formation, etc., vous pouvez très vite franchir ce fossé qui vous paraît infranchissable. Et notamment les partis politiques, encore une fois, vu que ce n'est pas tout à fait des experts, des technocrates, etc., là, vous pouvez faire votre place assez facilement. N'importe quelle personne un peu structurée qui est capable de prendre la parole, ne serait-ce que simplement en public pour donner son opinion, assez rapidement, elle peut faire sa place, il me semble. Ok, merci. Merci William pour cette question. Alors, dernière question de Valentin. Valentin, je vais vous donner la parole. Normalement, vous pouvez activer votre micro
et Oui. poser votre question. Allez-y. Normalement, on m'entend. Ok. Oui, c'est bon. Ma question, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant à propos des primaires des Verts. Je reprends l'exemple des primaires de la droite, voire même des primaires de la gauche dernière présidentielle. Ça s'est quand même pas très bien passé, notamment à droite, où on peut se dire que Juppé avait plus de chances de passer que Fillon si un peu toute la France était allée voter à ces primaires. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces primaires des Verts? Est-ce que ça ne va pas justement avoir quelqu'un qui est uniquement bon pour les Verts et pas bon pour tout le monde? Si, c'est le risque classique des primaires, mais en fait, vous trouvez des exemples dans les deux sens. C'est-à-dire que vous trouvez les primaires de 2017, effectivement, qui ont plutôt favorisé des candidats un peu radicaux dans leur espace politique, Benoît Hamon à gauche et François Fillon à droite. Alors, rappelez un truc, hein, c'est que s'il n'y avait pas eu les affaires Fillon, Fillon ait gagné l'élection présidentielle avec les deux doigts dans le nez. Hein. Vraiment, il est passé à 2 points d'être qualifié pour le second tour. Et s'il n'y avait pas eu ces affaires qui lui ont complètement pourri sa campagne pendant 3 mois, c'était lui le président de la République, on n'en parlait même plus. Pour ce qui concerne… mais après, vous avez aussi l'exemple de 2012. 2012, où là, vous avez le candidat le plus centriste qui sort des primaires socialistes et qui permettent la victoire. Donc non, moi, je pense qu'il n'y a pas de règles en la matière. D'ailleurs, il y a plein de travaux sur les primaires américaines, etc., qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de règles et que l'important, c'est juste qu'elles aient lieu. Parce qu'en fait, quand même, le candidat qui sort issu de primaire, et d'autant plus s'il y a beaucoup de votes, ça offre quand même une légitimité importante. Et après, reste quand même la capacité du candidat, et là, je pense que c'est plutôt la faiblesse de Benoît Hamon, c'est que Benoît Hamon, honnêtement, une fois sorti des primaires, il est sorti de sa campagne. On ne l'a plus entendu parler parce qu'en fait, il avait un peu volé la victoire. Il n'était pas du tout attendu par les cadres socialistes. Il avait très peu de soutien de la part des cadres socialistes qui ont été nombreux à se rassembler derrière Emmanuel Macron. Donc, il s'est retrouvé avec son petit slip et son couteau, avec son idée de revenu universel qu'il n'avait pas vraiment bossé, donc il n'était pas capable de convaincre les Français qu'il était capable de le mettre en œuvre rapidement une fois arrivé au pouvoir. C'est plutôt ça, le genre de problème. Et là, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour ce qui concerne la primaire des Verts, on a plutôt affaire à 3 candidats qui sont en train de se muscler assez fortement sur le fond, qui se préparent, qui sont plutôt sur une logique de dire, en fait, toute victoire passera par des formes de rassemblement dès le premier tour. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit face aux mêmes situations. Et dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que je préfère largement des familles partisanes qui laissent les citoyens déterminer par qui ils ont envie d'être représentés, plutôt que des familles partisanes qui ne laissent pas le choix à leurs électeurs et à leurs citoyens de choisir par qui ils vont être représentés. Ok, merci. Pardon. Merci Valentin pour cette question. On va clôturer ce webinaire. Donc, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que le live sera disponible en rediffusion sur YouTube. Donc, je mets les différents réseaux sociaux en commentaire. Et que le live sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, pour le prochain webinaire qui va se tenir de 18h30 à 20h30, donc ce sera avec Monsieur Thierry Caminel et ça portera sur le nucléaire. Donc, j'ai mis le lien ici dans le chat et sur l'amortisseur social face au non-découplage énergie et PIB. Merci encore, Monsieur Persicot, pour ce webinaire et ces apprentissages qui étaient passionnants. J'ai appris beaucoup de choses parce que moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de la science politique. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et encore merci et bonne soirée à vous. Rentrez bien. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ces échanges. C'était super. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne Au revoir. fin de festival.